Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire. Je reçois aujourd'hui un praticien qui coche quasiment toutes les cases d'un dentiste nouvelle génération, exigeant, visionnaire et surtout entrepreneur, ce que j'aime. Dentiste, le docteur Jean-Baptiste Varea est chirurgien dentiste et fondateur d'un cabinet extrêmement original, l'Opale Dental Studio, en plein cœur du 9e arrondissement à Paris. Formé à une dentisterie ultra conservatrice, il s'est spécialisé en esthétique et en implantologie avec une approche qui conjugue la technologie de pointe et le respect maximal des tissus dentaires. Dans son cabinet, pensé comme un véritable studio d'art dentaire, il a réuni une équipe pluridisciplinaire, un laboratoire intégré et les meilleurs outils digitaux du moment, du SmileCloud au Mojo, en passant par, bien évidemment, le microscope et l'empreinte optique. Mais Jean-Baptiste est également un entrepreneur engagé, et c'est ça que j'aime. Sélectionné au Forbes 30 Under 30 en 2023, il est le fondateur d'Opal Humanity, un programme humanitaire qui apporte des soins dentaires gratuits au Bénin et bientôt ailleurs. Formateur et créateur de contenu sur les réseaux, il partage son quotidien clinique, ses protocoles innovants, comme le no drill ou les composites injectés sans préparation, et sa philosophie d'une dentisterie esthétique, éthique et humaine. On a eu du mal à l'avoir, mais je suis vraiment ravi de recevoir aujourd'hui sur notre podcast Jean-Baptiste. Bienvenue Jean-Baptiste. Merci Stéphane pour cette introduction et de m'avoir invité pour parler à ce podcast. C'est vraiment sympa, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Donc c'est assez étonnant parce que en fait, t'as surgi comme ça dans le domaine du dentaire et c'est assez surprenant. Donc je pense que tu dois en subir quelques conséquences, mais bienvenue dans le domaine du visible. Yes. En fait, ce qui m'a interpellé, et j'ai trouvé ça assez génial, c'est la notion du mixte. Alors ça, c'est très entrepreneur, c'est-à-dire que il y a Opal, l'Opal du cabinet, l'Opal de la formation et l'Opal Humanity. Et en fait, Humanity. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est intelligemment conçu. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans et on va vraiment en discuter de ça. Et je ne sais pas si tu sais, mais Dental Studio en italien, c'est le cabinet studio, c'est cabinet dentaire. Tu savais ça ou Ouais, pas? c'est bien sûr. J'avais réfléchi un petit peu à tout ça et c'est un peu ce que tu dis en fait. Autour d'Opal, j'ai voulu créer un petit peu un branding en fait. Et Voilà. Et ça, c'est. Donc, moi, je suis pas très peu concerné par l'esthétique, mais je regarde beaucoup ce qui se fait. Je me souviens quand j'avais vu Opal et que j'ai compris ce qu'il y avait, que le Opal devenait. C'est un peu comme Renaud Noiret avec DCO, où les DCO, c'est les trois lettres qui veulent dire la même chose dans différents domaines. Et je trouvais ça intelligent et bien pensé. Donc, ce qui est assez étonnant, je vais te le dire, pour un jeune, c'est-à-dire que tu es très jeune, on va en discuter, et puisque tu es diplômé d'il y a quelques années, ça fait quoi, 4-5 ans? c'est ça, 5 ans. Bientôt, enfin 5 ans, un petit peu moins de 5 ans. Et j'ai commencé à travailler 2020 quoi. Oui. Voilà, donc ça, c'est extrêmement impressionnant, cette accélération et surtout cette maturité entrepreneuriale. Parce que moi, j'ai mis 30 ans, 30 ans à comprendre ce que c'était qu'un branding, et de voir quelqu'un qui, au bout de 3 ans, a tout compris. Voilà. Et c'est assez intéressant. Alors, on va parler justement de comment tu es arrivé, parce que en faisant un peu mes recherches, j'ai vu que tu venais du tennis. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu as récupéré le tennis derrière. Comment tu arrives à faire des études dentaires, Oui. et de ces études dentaires, comment tu en arrives à Opal Dental Studio et Opal Humanity surtout, parce que c'est c'est aussi assez classe. Donc voilà, on a pas mal de choses à se dire. Et avant de commencer, je vais te demander de te présenter à ta façon. Qui est Jean-Baptiste Varea, présenté par Jean-Baptiste lui-même? Alors, qui est Jean-Baptiste Varea? Donc moi, je suis né en 1996, donc je viens pas de Paris, je viens d'un petit village en Picardie et j'ai eu une enfance très sportive. J'ai fait beaucoup de sport, j'étais dans le tennis et donc à mes 13 ans, enfin de 5e à 3e, j'étais en sport-études tennis à Reims. Après, je suis revenu et c'est vrai que déjà, j'étais pas un très bon étudiant. Quand j'étais jeune, je me souviens d'ailleurs, par exemple, je voulais faire le bac S, j'avais pas été accepté parce que je travaillais pas très bien. J'étais à fond dans le sport et pour moi, les études, c'est pas quelque chose qui m'intéressait et encore moins la santé.
Mon père qui est médecin, j'avais quand même un pied un petit peu dans ce monde-là, mais j'étais pas du tout dans le dentaire. Tu m'aurais dit à 15 ans si j'allais être dentiste, c'était surtout pas le métier que je voulais faire. Et donc après passer 18 ans, la question de se poser, c'est savoir si je faisais prof de tennis ou si je vais essayer de me lancer un petit peu sur le circuit professionnel au tennis ou faire kiné éventuellement. Je m'étais dit, je pourrais faire kiné, c'est un peu dans le monde du sport, etc. Et j'avais regardé pour, je sais pas si tu sais, quand tu es assez bon dans un sport, tu as les systèmes de bourse aux États-Unis. Ouais. Mmh. Et donc l'idée, c'était de rejoindre une école là-bas pour faire kiné, revenir vers Aux États-Unis? aux Aux États-Unis, États-Unis, tu me dis? revenir vers mes OK. 21 à 22 ans et ensuite soit se lancer dans plutôt kiné du sport ou soit repartir un petit peu sur le circuit pro selon mon niveau à la sortie des études. Finalement, on a vu que c'était pas reconnu en France après kiné si tu faisais là-bas aux Ouais. États-Unis. Donc du coup, on a cherché un peu la même structure et c'est là qu'on a fini à Madrid. Et en fait, j'ai fait mes études à Madrid parce que ça me permettait le matin de faire les cours et l'après-midi, je jouais au tennis. Donc en fait, pendant 2 ans, les 2 premières années où j'ai fait que kiné, je faisais 4 heures de sport par jour, plus mes études à côté de kiné. Donc en fait, au départ, ça c'est drôle parce Ouais, que, on pourrait penser que tu allais à Madrid parce que tu voulais pas passer à la passe, mais en fait pas du tout. pas du Tu tout. t'es retrouvé à Madrid pour faire du sport-études. Pas du tout et j'en suis très fier. Je sais que c'est un monde un peu parfois où on dit ouais, Madrid, c'est pas top, etc., etc., où les gens y vont un peu en deuxième option et pas du tout dans mon cas. C'était vraiment une opportunité pour moi d'aller à l'étranger, de pouvoir continuer à faire mon sport. Et surtout, moi, enfin, c'est ce que je dis toujours, si mes enfants veulent faire dentaire, je les envoie à Madrid. Tu vois, tu C'est apprends, sûr. t'apprends deux Moi langues, aussi. tu apprends l'espagnol, tu apprends l'anglais. Non, franchement, j'ai adoré mon parcours à Madrid. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fini à Madrid en fait. J'ai fini un peu Et donc grâce au comment sport. comment ça se passe? Parce que, donc tu as ton bac en France, Ouais, donc tu as un bac quoi un alors? bac ES en plus, alors même pas un bac En scientifique. Euh, OK. et ils te font faire un petit examen, ils te font une petite réunion en fait, une réunion, un petit entretien avec les gens pour savoir un petit peu ton niveau en anglais, en espagnol. Ce qui était assez drôle, c'est que j'étais nul en anglais et en espagnol. Tu vois. Au bac espagnol, je crois que j'ai eu 5 et en anglais, j'ai dû avoir 8. Donc je suis arrivé là-bas, je parlais aucune langue. Mais juste, j'étais bon en sport et je pense que c'était ça un peu le profil qui les intéressait. Mais c'était, le cursus dans lequel tu t'engages, donc qui est Le kiné, kiné. c'est vraiment un cursus là-bas prévu pour le sport-études, c'est-à-dire moitié-moitié, ou c'est Alors, parce que l'organisation, c'est des cours le matin et que tu profites de ton sport l'après-midi? ils ont la formation classique, mais pour les sportifs de haut niveau, ils proposent des programmes si on a envie. Ils peuvent aménager D'accord, tes cours OK. en fonction de si tu as des activités à côté sportif, mais il n'y a pas que sportif. Les gens qui travaillent, par exemple, à côté. Moi, je me souviens dans ma classe, il y en avait qui travaillaient à côté pour se payer les études, etc. Ben, ils avaient droit à des horaires aménagés. Et c'est ça que je trouve, par exemple, sympa dans le système espagnol, c'est que c'est quand même beaucoup plus flexible que le système français sur ça. D'accord, Donc voilà. et donc ton diplôme, le kiné, c'est là-bas, c'est 2 ans ou Alors non, en fait, j'ai fait ces 4 ans là-bas, mais j'ai fait 2 ans de ouais? kiné et je me suis blessé assez gravement à l'épaule pendant que je jouais au tennis. Et en fait, pendant mes études de kiné, j'adorais tous les cours qu'on faisait de physiologie, etc. J'adorais le système cardio, toute l'anatomie, tout ça. Et en fait, je me suis dit, putain, j'irais bien vers la médecine, en fait, plutôt que kiné. Mmh. Et en fait, alors médecine, j'ai été refusé là-bas. J'ai demandé une passerelle pour faire médecine, ils ont refusé. Et j'avais pas mal d'amis qui étaient en dentaire. Et je me dis, attends, en fait, c'est sympa ce que vous avez aussi. Il y a les nouvelles. Moi, ce qui m'attirait, c'était un peu aussi le concept des nouvelles technologies, la médecine, côté un petit peu entrepreneuriat aussi, qui est intéressant aussi dans le dentaire. Mmh. Et ben, je me suis dit, bah, je vais le tenter. Et Et c'est marrant parce que attends, tu parles de côté entrepreneuriat, c'est comment tu le perçois à ce moment-là sur des jeunes étudiants? Parce que, globalement, je pense que tu fréquentes, tes copains, c'est des ouais, étudiants de 1re, 2e année, bien. et eux sont déjà conscients de cette notion d'entrepreneuriat là-bas ou pas? Je pense pas, mais alors moi j'aimais bien, je te dis, les nouvelles technologies. Je trouvais que c'était hyper intéressant, donc je m'étais dit, bah, c'est pas pareil que kiné où tu viens avec ta table. Enfin, moi, c'était un peu la vision que j'avais du kiné en Espagne, parce qu'en Espagne, ils ont beaucoup la table, ils vont chez les gens, ils font les massages, etc. Et j'avais vu un cabinet dentaire, tu as beaucoup de technologie, tout ça. Je m'étais dit, il y a un côté sympa aussi. Alors, peut-être qu'à l'époque, je n'utilisais pas le mot entrepreneuriat, etc., mais de créer quelque chose d'un peu plus gros, en tout cas. OK, Et, euh, d'accord, et donc, je, et donc tu dans tes soirées, tu rencontres, des étudiants dentaires, et eux arrivent à te passionner, enfin, ils t'expliquent, et
ce qu'ils font et ça Et je t'intéresse trouve ou ça, voilà, exactement, et je trouve ça de plus en plus intéressant, c'est très minutieux. Il y a une partie un petit peu plus poussée, on va dire, sur le médical qui m'intéresse aussi. Et Ouais. je me dis, bah vas-y, why not? Il me propose la passerelle pour faire dentaire parce que du coup, j'avais quand même un très bon dossier en kiné. Alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est que je te disais que j'étais pas bon étudiant du tout quand j'étais jeune. Je suis arrivé là-bas, premier trimestre, j'ai raté tous mes examens, peut-être le temps Mhm. d'apprendre un petit peu la langue, etc. Et après, j'ai pu rater un seul examen de toutes mes études, tu vois. Donc, je suis un peu monté en flèche, on va dire, pendant mes études. Et donc, j'avais un beau dossier. Ils m'ont dit, bah, écoute, si tu veux, passe en dentaire. Et donc là, je passe en dentaire. Et les 3 premiers mois, c'est une catastrophe. Je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû faire ça. Et finalement, alors pareil, la première année de dentaire, elle a été compliquée parce que je passais directement en deuxième année, mais j'avais des Mhm. matières de première année que je devais récupérer, par exemple tout ce qui était biochimie. Alors ça, j'avais aucune idée parce que j'ai fait un bac ES, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Mais bon, j'ai donc la première année de dentaire, j'ai fait la première et deuxième année en fait en une année, puisqu'en fait, quand Et là, toi, c'est à quelle université là, l'européenne? là, à l'Opéra de Madrid, ouais. Mhm. Et donc, les cours sont en anglais là-bas. Alors, ils sont en espagnol ou en anglais. Pareil, j'ai fait la D'accord. bêtise de le faire en espagnol. J'aurais bien voulu le faire en anglais. Bon, maintenant, je suis trilingue, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé le faire en anglais. Comme ça te permet bah, d'être quasiment bilingue anglais et trilingue en Hmm. fait espagnol parce que tu es en Espagne. Hmm, hmm. Ok. Donc voilà. Et après, donc j'ai fait mes études en dentaire, tout en continuant quand même beaucoup le sport. J'ai un petit peu moins que quand j'étais kiné, mais j'ai toujours fait oui 1 heure et demie, 2 heures de sport par jour pendant mes études. D'accord. Et là, tu continues toujours Ouais, je ou fais c'est toujours. fini? Ouais. J'essaye de faire 1 heure par jour. 1 heure par jour ou une journée de repos. Tu vois, là, par exemple, ce week-end, j'ai pris un petit week-end off. J'étais dans les montagnes et je pense que j'ai fait 6-7 heures de sport dans la journée. Enfin, j'adore le sport. Je me vois pas vivre, en tout cas, sans sport, c'est sûr. Ah, mais donc, plus essentiel, c'est plus le tennis. Alors, ça va. C'est plus le tennis parce que c'est compliqué à Paris. Franchement, c'est compliqué le tennis Ah à ouais? Paris. Et enfin, surtout de par mes horaires. Parce que bah, je travaille forcément beaucoup. Donc, Mhm. soit c'est tennis le matin à 7 heures et t'as pas grand monde de mon niveau, on va dire, Quand à un 7 mec, heures. un mec avec qui jouer, ouais. Ou le soir à 21 heures non plus, tu vois. Mhm. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et bah, je joue un petit peu de temps en temps pour me faire plaisir, mais je vais jouer, je sais pas, 5-6 fois par an en fait. Maintenant, j'ai pas trop la possibilité. Et là où j'habite dans Paris, il y a pas trop de clubs à côté, donc j'essaye de me rapprocher un petit peu plus des clubs pour faire ça justement, pour rejouer un petit peu au Ok. tennis. Donc là, tu fais dentaire donc les premières années, première, deuxième année en même temps. Ouais, ça doit être un peu lourd quand même parce que. Ouais, mais ça se passe euh, bien. Franchement, ça se passe bien. Je valide tout. Troisième année, quatrième année, cinquième année. et les TP commencent en quelle année? En deuxième année, donc enfin deuxième année, donc dès la première année, j'ai commencé les TP. Et c'est ça qui était compliqué, c'est qu'en deuxième année, tout de suite, ils m'ont mis les turbines, tout ça dans les mains, alors que en première année, tu as une petite introduction à la clinique où ils t'apprennent déjà à Hmm. tailler. Et je me souviens, c'était dans des plaques d'acrylique que tu devais dessiner des formes, etc. Donc, et moi, je suis arrivé là-dedans, bah, je connaissais pas les termes parce que j'arrivais en deuxième. Enfin, c'était assez compliqué au début, je me souviens. J'étais tout fier d'avoir ma petite mallette avec tout le matériel et tout. Et je te cache pas que après le premier TP, je me suis dit, mais non, qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Donc Et t'avais des dentistes dans ta famille ou pas du tout? Non, ton père est médecin, mais mon père est sinon, t'as médecin pas personne dans le domaine généraliste, dentaire. ma mère infirmière, et après, dans ma famille, c'est plutôt une famille ouvrière, donc rien du tout. Rien du tout. Non, pas du Ok. tout dans la santé. Ok, donc là, tu fais troisième. La clinique commence en quelle année à Madrid? Et la clinique commence en quatrième année, quatrième et cinquième année. Et moi, en troisième année, je fais déjà un peu de mission humanitaire. J'allais à la Croix-Rouge pour faire un peu des détartrages, tout ça sur les migrants là-bas. Là, en Espagne, En donc. Espagne, oui. Ok. Mhm. Et donc là, c'est là que tu as toujours eu cette fibre humanitaire ou tu l'as découverte là? Et j'aime bien. J'aime bien aider les gens. Franchement, ça vient peut-être un côté un peu de mes parents. Ils sont très ils aiment bien aider les gens. Ils aiment bien peut-être le côté un peu médecine généraliste ou c'est pas du tout. C'est vraiment, tu vas aider les gens. J'ai toujours vu mes parents Hmm. extrêmement généreux avec tout le monde, tout ça. Et non, j'ai toujours voulu bien aimer en tout cas cette partie humanitaire. Ouais. Ok. Et donc, quatrième, cinquième année, là, tu t'éclates. On a souvent le retour du fait que à Madrid, alors peut-être pas là où tu étais, mais il y a peu de vacations cliniques. Ouais. Donc, une formation clinique est un peu légère. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça Alors, ou? je suis d'accord avec ça.
Quand je parle avec des dentistes français, enfin en tout cas les gens de mon âge qui sortaient, ils me disaient qu'ils avaient fait une centaine d'endos, ils avaient fait plein de trucs, etc. Et nous, pas du tout. Je suis sorti de la fac, j'avais fait 2 endos, je crois, ou 3. Euh, J'aimerais bien savoir où ils font une centaine d'endos en France. Hein. voilà. Ceux qui te la Qu'ils en racontent. Hein, rajoutent parce un que... petit peu aussi, mais ouais, enfin, c'est ce qu'on me disait en tout Pas cas. Moi, beaucoup même. il y a presque même qui avait déjà posé presque des implants en dernière année, qui faisaient du collage, qui faisaient tout ça. Enfin, nous, pas du tout le cas en tout cas. Mais en vrai, je vais te dire, j'ai commencé à travailler moi dans un centre dentaire à Paris. Et finalement, en une semaine, j'en ai fait tellement de trucs, je me dis bon ok, j'ai peut-être quelques mois de retard. C'est pas grave, je vais le Mm. rattraper le retard, c'est pas grave. Enfin, moi c'était pas dérangeant du tout pour moi d'avoir ce petit retard. Moi, alors là, je parle un petit peu au nom de tout le monde parce que c'est vrai que globalement, on n'avait pas beaucoup de traitements. Moi, j'avais eu de la chance, c'est que pendant mes 2 années de clinique, la personne qui devait être avec moi, parce qu'on se partage en fait à chaque fois les patients, Mm. malheureusement, elle a dû arrêter ses études et je me suis retrouvé tout seul Mm. pendant un an. Donc du coup, j'avais quand même beaucoup plus de traitements. Tu avais le double de travail des autres, quoi. Voilà, j'avais le double, donc Mm. j'avais quand même fait pas mal. Et alors, je vais te dire un petit truc, c'est que on voyait tout de suite à la clinique ceux qui étaient à l'aise avec les patients et ceux qui l'étaient pas. Parce qu'après, bon, il y a aussi la première consultation, le patient il te fait confiance. C'est comme tout, il y en a qui arrivent à continuer à faire des plans de traitement, et puis il y en a, ils paniquent un petit peu et tu vois ce que je veux dire, non? Quand il y en avait Tout à fait. qui Ouais. étaient à Mm. l'Uni, c'est bizarre, ils n'arrivaient pas à convertir les plans de traitement, etc. Et puis tu en avais d'autres qui étaient un peu plus à l'aise. Et moi, je me souviens, j'étais quand même extrêmement à l'aise pendant mes études. Et ça, je pense que c'était dû au fait que je travaillais tout le temps, tous les étés. J'ai fait beaucoup de jobs étudiants, tout ça. Et je pense que d'avoir eu un pas un peu dans le monde professionnel, ça me permettait d'être assez à l'aise avec les patients. Et c'est vrai qu'assez rapidement, j'étais à l'aise avec les patients. Après, il y a le fait, effectivement, des expériences extérieures, mais la punchline de ce podcast, c'est le hasard n'existe pas, la chance se provoque. Bien sûr. Et effectivement, c'est pas parce que tu as travaillé, moi, à mon avis, hein, c'est pas parce que tu as travaillé que tu as eu cette personnalité, c'est parce que tu as eu cette personnalité que tu es allé travailler et qu'en fait, tu as toujours. On a une personnalité qui nous est propre. Il y en a qui sont plus avenants, d'autres qui sont plus solitaires. Et effectivement, le fait d'avoir une personnalité assez ouverte t'a poussé à aller travailler vers des gens, aller à la Croix-Rouge. Personne t'a obligé à la Bien Croix-Rouge sûr, parce que non, c'est pas à la c'était fac que tu dis. volontaire, ouais. Voilà. Donc, c'est plus une personnalité qui, pour le coup, est, à mon avis, très induite par l'encadrement familial. C'est-à-dire que C'est vrai. souvent, effectivement, les chiens font pas des chats et c'est assez rare de voir quelqu'un qui est solitaire avoir des enfants très avenants. Bien sûr. Mais Mais ce qui est assez drôle quand même, c'est là que tu me parles de la famille, c'est qu'on n'est pas du tout entrepreneur dans ma famille, mais pas du tout. Et voire même, ils n'étaient pas trop d'accord avec ce que je fais aujourd'hui. Je vais pas dire qu'ils me freinaient, mais je pense que c'est le côté un peu ils ont parental peur. où tu protèges, voilà. Ils ont peur. Exactement. Il y a un de mes anciens étudiants qui a un ami maintenant qui s'appelle Brice Riera. Et pareil, lui, Je connais il bien. est issu d'un milieu qui n'est pas du tout ça. Il dit, mais moi, je peux plus parler de mes parents, ils ont peur. Ouais. Bah ouais, non, mais c'est. Mais tu sais, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des enfants qui ont 18, 20 ans. Mhm. Et effectivement, quand ils prennent des décisions, tu veux les orienter en disant non, non, c'est pas sécure, va pas là-dedans. Voilà, moi, dans mon parcours, quand j'ai arrêté le cabinet pour aller à la fac, ma mère, elle me dit, je comprends pas ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Et quand j'ai arrêté la fac pour monter des structures de formation et endo-boutique, elle, tu vois, j'ai 54 ans, elle a toujours peur. Et elle aura peur jusqu'à ce qu'elle disparaisse Ouais, ou que je ouais, bien sûr. disparaisse avant, j'en sais rien. Mais voilà, ça, effectivement, c'est l'entrepreneuriat, c'est un truc, je pense que tu l'acquiers, enfin, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi Ouais, je pense aussi. quand tu es un peu plus âgé. C'est pour ça que ce qui est très étonnant dans ton cas, c'est que ça arrivait jeune. Et ça force le respect parce que bah, quand plus tu commences jeune, plus tu vas loin. Mais, ou alors, je sais pas si c'est, parce c'est vrai qu'on m'en parle souvent. Je pense aussi que plus tu attends pour commencer, en fait, pour moi, plus tu attends, plus tu vas avoir forcément de connaissances et aussi un petit peu de peur. Et en fait, moi, c'était un petit peu aussi de l'inconscience, en fait. C'est que j'avais peur de rien du tout quand j'ai monté le cabinet. Enfin, on en reparlera un petit peu peut-être après sur la création. Mais je m'étais dit, attends, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants. Bon, why not? Je monte maintenant parce que qu'est-ce que ça va être quand j'aurai, je sais pas, 35, je sais pas quelle est la moyenne aujourd'hui de création de cabinet, mais je pense que ça doit être vers les 35, 40 ans.
bon, bah, 35-40 ans, tu es peut-être posé avec ta femme, tes enfants. Bon, bah, je sais qu'en tout cas, à 35-40 ans, j'aurais jamais pu monter tout seul ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu vois, j'avais des horaires de fou furieux. Je pense, ou alors il faut une femme qui soit vraiment accrochée avec moi à côté, quoi. Non, Après, qui se ressemble, ça semble. Non, non, mais c'est intéressant. C'est parce que je pense qu'effectivement, tu as une virginité intellectuelle qui fait que tu n'as pas eu le temps de voir t'as pas eu le temps de voir d'éventuels échecs qui viennent te pourrir. exactement. Et qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un a échoué que tu vas échouer. En fait, quand tu vois un échec, tu as peur de l'échec toi-même parce que tu dis, bah, l'échec existe. À partir du moment où tu n'as pas vu d'échec, c'est même pas qu'il existe. Mhm. Et après, tu dis, ouais, putain, je passerai les miches quand même. Mais voilà, moi, je suis assez persuadé que quel que soit le produit, euh, si tu es motivé et que tu te donnes ce qu'il faut, ça marche. Enfin, Ah, non, c'est sûr. il n'y a pas Il y a de. pas, Quand je suis même. pas du tout plus intelligent, voire même j'étais pas très bon à l'école. Donc c'est pour te dire que c'est juste à bosser comme un taré qui m'a permis ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, donc tu reviens de Madrid. T'as songé t'installer là-bas ou pas du tout? Alors j'ai songé parce que j'adore cette ville, mais bon, Mhm. malheureusement on sait que les salaires dentistes c'est pas ça du tout en Espagne. Enfin moi j'avais des amis qui gagnaient je sais pas 1 500 2 000 euros. Euh, Mhm. c'est quand même un petit peu compliqué, donc je m'étais dit je vais revenir en France. Et pourquoi Paris? Bah parce que en fait, depuis ma fin de mes études, j'étais quand même déjà assez intéressé pour monter un cabinet. Je me souviens que j'avais une note où je mettais. Alors moi, j'adorais quand j'étais étudiant aller visiter des cabinets, aller visiter un petit peu des hôtels de luxe, tout ça, juste pour m'imprégner un petit peu. J'avais déjà un peu une idée de ce que je voulais et j'avais une note énorme avec tout ce que je voulais mettre dans mon cabinet. Et, Mhm. et donc, oui, enfin, je suis revenu de Madrid. Je m'étais dit, il faut que je monte un truc dans Paris, parce que je pense que c'est là que ça fonctionnera le mieux. Et tu vois, si j'avais vraiment su que c'était très compliqué de monter dans le centre de Paris, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, peut-être que j'aurais changé d'avis. Mais tu vois, c'est ce que je Mhm. te disais, vu que je savais pas trop, bon, bah, why not, tu vois, pour moi, Ouais, t'es passé juste avant le zonage quand même. ouais, 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 bah, heureusement d'ailleurs. C'est- Heureusement, parce que c'est un peu compliqué maintenant. Ouais, non, mais en fait, c'est intéressant parce que quand tu le fais l'histoire a posteriori, tu dis, waouh, tu vois, tu dis, oh putain, rallye Mich là quand même, parce que Ben, le zonage, il est arrivé, effectivement, ça modifie complètement la donne. Ceci dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en dehors de Paris, mais ça, ah non, mais c'est sûr, je dis pas du tout. Alors là, ça, c'est autre chose. je veux pas du tout dire que Paris, c'est la meilleure chose, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je me voyais. Et parce qu'en plus, j'avais tous mes amis qui étaient plutôt parisiens, donc c'est là que je Mhm. me suis dit, bon, bah, j'ai retrouvé un peu mon monde, mes copains, tout ça, là-bas, en fait, tout simplement. Et donc là, tu rentres de Madrid, donc Oui, à Paris, oui, et là, tu commences à travailler dans un centre dentaire, c'est voilà. ça? J'ai travaillé dans le centre, c'était le papa d'une connaissance qui avait un centre dentaire à la gare Saint-Lazare. Et Mhm. alors moi, je galère beaucoup pour avoir mes équivalences. Ah ouais? Ouais, alors ça m'avait rendu fou parce que j'étais le premier à être descendu pour avoir les équivalences en Espagne, pour avoir tous les papiers, etc. Et en fait, vu que j'avais un espèce de double diplôme parce que j'avais fait kiné avant, il y avait toujours des petits bugs avec Mhm. l'administration et j'ai pas pu commencer à travailler. Tous mes copains ont commencé à travailler vers septembre, octobre. Moi, j'avais dû faire mes papiers vers le mois de fin juillet et je pense que j'ai pas pu commencer à travailler avec l'an tout ça avant décembre, janvier, quoi. Ça rend fou, ça. Ouais, ah, ça me rendait fou, j'en pouvais plus. Et en plus, Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, alors? Tu vas voir les autres travailler? j'observe. J'observe. Non, je te jure, j'observe tous les jours. Je vais tous les jours au cabinet. Je suis assistant presque. Je suis assistant. J'aide, je regarde, j'aide. Je faisais plein de trucs. Alors c'est pendant le Covid, on avait monté un petit business avec un copain, enfin qui voulait de l'aide, donc je l'avais aidé à monter un petit business pendant le Covid. Donc j'avais travaillé un petit peu pour lui aussi pendant un mois. Non, j'avais fait pas mal de petits trucs. Enfin, T'avais monté un business de quoi? il revendait des masques en fait, tout simplement. Ouais. Un truc de dropshipping classique, t'achètes et tu revends. Et Ouais. Alors, les masques, à l'époque, c'était compliqué, mais ouais, ben, j'avais fait ça. Donc en fait, c'est assez drôle, je faisais commercial. J'appelais des gens et je revendais. J'appelais, je revendais. Mais tu sais que je pense que mes jobs étudiants m'ont pas mal formé sur beaucoup de choses, hein, tu vois. Donc c'était assez intéressant cette partie-là. Et puis voilà, après j'ai commencé à travailler, tout simplement. Donc j'ai fait ok. 3 mois dans le centre dentaire. Après, j'ai Mhm. eu une opportunité pour travailler dans un cabinet avenue Georges V, dans le 8e Mhm. arrondissement. Et là, en fait, j'ai travaillé pendant un an ou un an. Alors attends, tu dis que tu as une opportunité. Ouais. C'est intéressant. Comment elle arrive, cette opportunité? Comment elle arrive? Ben, c'est une assistante qui m'a prévenu
et qui m'a dit, parce que pareil, donc Une j'arrive dans assistante du centre. ouais, alors j'arrive OK. dans le cabinet et c'est pareil, je leur dis pas: «Je vais travailler 3 jours». Je voulais travailler 6 jours par semaine. Ils avaient fait un double des clés pour moi. Enfin, je travaillais déjà beaucoup dans le centre et bon, bah, forcément, ma personnalité, on va dire, plaisait un petit peu pour un propriétaire de cabinet parce que bon, il savait que j'avais envie de travailler, de bien travailler. Donc du coup, on me dit: «Bah, il y a une place qui se libère en tant que collaborateur. Est-ce que ça t'intéresse?» Et au début, bah, je me dis: «Attends, Georges V, c'est les beaux quartiers à Paris, tout ça, je sais pas si j'ai le niveau». Je fais quand même l'entretien et au début, je commence par faire moitié de semaine dans le centre et moitié de semaine au Mmh. cabinet. Et puis en fait, bah, OK. petit à petit, j'ai quand même préféré l'exercice du cabinet et je me suis orienté là-bas. Et donc là-bas, pareil, j'étais assez libre de ce que je faisais au niveau des horaires. Et donc en fait, j'avais choisi de commencer à 10 heures le matin, mais je terminais à 22 heures le soir. Et j'ai fait pendant OK. 6 jours semaine, je faisais 10 heures, 22 heures. Et en fait, pourquoi 10 heures, 22 heures? Parce que après 18 heures, là-bas dans le 8e, tu as beaucoup de chefs d'entreprise, d'avocats, tout ça. Et en fait, bah, c'était génial. De 18 heures à 22 heures, j'étais blindé de patients. Mmh. Mmh. Donc voilà, je commençais comme ça ma vie en libéral, on va dire. Et donc, Et est-ce que ton hypothèse se confirme? Parce que tu peux avoir sur le marché de dire, bah, écoute, les mecs, finalement, les mecs qui ont les moyens de se faire des gros plans de traitement, c'est les gens qui travaillent et le mec, il vient pas la journée, ce qui est vrai. Ça, c'est une hypothèse qui est tout à fait logique. Mais est-ce que ça se transforme dans la réalité? Est-ce que entre 18 heures et 22 heures, tu as que des mecs qui viennent parce qu'ils ont, alors, ils ont vraiment les moyens? à l'époque, je faisais pas trop de plan de traitement global parce que bon, j'étais pas formé à ça. Mais c'est vrai que par exemple, bah, tu avais aucun patient qui refusait de payer une couronne qui était quand même beaucoup plus chère que du RAC 0. Mmh. Donc c'était quand même une bonne patientèle. Après, c'est des soins classiques, des onnées, des couronnes, des endos, j'en faisais plus là-bas. Les endos, en vrai, j'en ai fait pendant un an, j'en ai plus fait beaucoup après. Mmh. Euh, non, non, si tu avais une bonne patientèle. Et après, bah, petit à petit, en un an, je commençais à avoir mes gros plans de traitement. Et bon, les gros plans de traitement, je les prenais le matin quand même, parce que à 18 heures, je Mmh. n'ai pas commencé à préparer les facettes ou faire des compos dans tous les sens. Mais voilà, j'ai commencé comme ça, je voulais développer. Et là, j'étais comme un fou. J'allais voir tous les hôtels, je déposais les cartes de visite, j'allais voir les pharmacies. Enfin, j'avais vraiment faim, tu vois. Ouais, donc tu avais un en fait, non, mais c'est intéressant de voir ça parce que souvent les mecs, les jeunes se disent: «Ouais, je vais aller voir à côté du Georges V, ça doit être bien». Mais si tu fais pas le job de Ah communication, non, mais ça marche pas. ça vient pas tout seul. Ah bah, C'est c'est ce ça que qui je dis toujours, si tu as pas de pas, ça mord pas, hein. mais moi, je vais te dire, je trouve que partout où tu vas, si tu as faim, tu as du travail. Et Mmh. après, bah, il y a des endroits où si tu forces pas, bah, tu auras pas de patients et tu as des autres endroits où faut forcer, quoi. Il y a pas le choix. Moi, dans mon cabinet, tu en as qui sont, pleins, pleins, pleins et tu en as d'autres qui ont un peu plus de mal à se remplir et ça, c'est parce que je leur dis: «Moi, je peux pas tout vous donner non plus, quoi. Il faut, vous aussi, aller chercher les patients, Mmh mh. les convertir et cetera, quoi». Mmh mh. Et tu restes combien donc dans finalement le centre, tu as pas fait longtemps? Non, j'ai pas fait longtemps. Il va être content le père de ton copain là. Bah, ça a Que ça a tu été un quitté. clash d'ailleurs. Ça a été un alors malheureusement partout où je suis passé, ça a fini par un clash. Donc bon, c'est toujours c'est un peu délicat, mais bon, c'est comme ça. Ça a été un clash parce qu'ils se connaissaient. Ils se connaissaient: «Ah bah, OK. pourquoi tu l'as débauché? Patati patata». Bon bref, c'est tout. Ça s'est clashé un petit peu et alors en fait, après ce qui s'est passé, c'est que pendant un an, je sais plus si c'est un an ou un an et demi que j'ai fait là-bas. Enfin si, peut-être un an et demi avec le mi-temps aussi. Ma boss, en fait, la titulaire là-bas, elle était enceinte. Elle était enceinte et après, elle a pris son congé maternité. Donc, en fait, pendant presque un an, j'étais tout seul. Ouais, elle était contente elle. Alors, bah, elle était toute seule. Elle était seule. Ouais, bah, elle était contente d'avoir un remplaçant Ah bah voilà. qui travaille, 12 heures par jour. Bah, et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'elle a pris peut-être autant de temps sur les congés. Enfin, je sais pas, je ne juge même pas. Et tant mieux pour elle si elle pouvait se faire ça. Mmh. Mais du coup, le fait d'être tout seul, c'est là que je me suis dit, en fait, c'est là que l'idée est venue de monter mon cabinet. Parce que il fallait que je recrute des assistantes, il fallait que je gère un petit peu le matériel. Je me Mmh. suis moi-même acheté la caméra Trishape. Enfin, je faisais un peu tout seul déjà là-bas. Et en fait, je me suis dit, bah attends, Même le personnel, tu recrutais le personnel pour là, la il fallait une titulaire? assistante, j'ai essayé de regarder aussi. Ouais, Mmh. alors c'est elle après qui payait, c'est elle qui. Tout ça, mais je commençais déjà un petit peu la gestion, tu vois. Mmh. Et après, bah, je me suis dit, bah attends, tu fais tout. Pourquoi tu montes pas ton cabinet? Et c'est de là, en fait, qu'est venue mon idée, en fait, de monter le cabinet.
C'est que je faisais OK. tout. J'estimais que je faisais quand même des soins qui étaient bien faits. Quand je savais pas faire, je le faisais pas. Et je voyais que les patients ils étaient contents. Donc pourquoi, enfin jeune ou pas jeune, pourquoi j'arriverais pas à monter mon cabinet? Et voire même ce que je me disais, c'est l'expérience de monter un cabinet. La première fois que tu aies 26 ans ou que tu aies 35 ans ou 40 ans, bah, tu vas apprendre sur le tas. Je veux dire, manager une équipe, gérer un peu la paperasse, gérer, organiser un cabinet, parler avec les architectes, faire les travaux. Il y a une première atout. Donc en fait, je m'étais dit, bah, Mmh. pourquoi tu vas pas, quoi. Et c'est comme ça en fait que j'y suis allé. OK et le alors là, tu dis au départ, «Je fais des soins, quand je sais pas faire», mais les techniques, no drill, les techniques de composite injecté, tu apprends pas ça sur YouTube donc enfin, même s'il y Ah a non, il y a beaucoup de contenu maintenant, mais donc parallèlement, tu te formes ah, quand je me même? forme énormément. En fait, pendant les 2 premières années de sortie, j'ai fait toutes les formations privées et imaginables qui existaient, mais toutes. Et tout. Parce que j'avais envie de rentrer dans ce master de Genève et je m'étais dit: «Il faut que j'ai un dossier de béton, pour rentrer». Donc je faisais toutes les formations privées. Alors j'ai fait au début des formations d'implantologie, c'est ce que je voulais faire au début et après je me suis mis finalement à faire plutôt de l'esthétique. Hein. Ouais, ça a coupé. Attends, ouais, c'est revenu. Non, c'est de ma faute. On a une coupure de réseau ici. Donc on revient sur les formations. Donc tu me disais que tu avais fait toutes les Ouais. formations, Privées, heu toutes qui existaient et aussi pas mal à l'étranger. Bah, tu vois, ça, c'est une force aussi qu'on a en venant des études, à Madrid, c'est qu'on est ouvert tout de suite à un monde un peu plus international. J'ai pas mal d'amis en mmh. Italie, j'ai pas mal d'amis, en Espagne, j'en ai aussi en Angleterre et donc j'allais faire aussi des formations qui m'intéressaient à droite à gauche et franchement, j'en ai fait beaucoup. Et donc en gros, tu te formes sur quoi en premier? Alors, en tout premier implantologie, parce que en tout premier, je voulais faire de l'implantologie. Et je me souviens, j'avais un mentor quand j'étais étudiant là-bas, avec qui ça se passait très très bien. Et c'est avec lui au début que je fais ma première formation. Et en fait, je vais te dire, je sais même pas trop pourquoi je me suis orienté vers l'esthétique. Mais j'adorais ça. Dès que je faisais un petit compo, je voyais un peu la réaction des patients, et des choses comme ça m'intriguait. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça que je suis parti vers l'esthétique. Et forcément, après, tu rentres dans l'esthétique, tu vois d'autres formations, enfin, pour que ce soit de moins en moins invasif, etc. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai introduit après le master de Genève, en fait, tout simplement. OK, donc en gros, tu fais la première formation d'implantologie, Oui. tu vires vers enfin, tu t'orientes vers le donc celle d'esthétique, c'est avec le Cricci? C'est celle de Cricci que tu as fait à Genève? Alors c'était Krejci avant, mais maintenant c'est Tomiroka, Dietchi, enfin Comme oui, c'est marocain, ça OK. exactement, c'est ce OK, master-là. d'accord. Et, OK et avant, j'ai fait toutes et les formations que je recommande d'ailleurs, hein. J'ai fait GRF, j'ai fait celle de Koubi, j'ai fait celle de Cofar, j'ai vu Docteur Beauchâtel, j'étais allé voir Marin Pomperski. Enfin non, j'ai fait beaucoup de formations. ah, tu les as tous fait? Mais parce que je voulais me former en fait. Moi, j'avais le budget, no limite, tout ce que et bon, ça aussi c'est peut-être intéressant d'en parler, mais tout ce que je gagnais en dentaire, c'était formation, formation, formation. Mmh. Vraiment, il faut savoir aussi que depuis que j'ai commencé, je réinvestis tout ce que j'ai dans le dentaire, tu vois, tout. D'accord et ton comptable, il Ouais, mon t'appelle pas, genre, comptable, s'il te dit pas: «Il y a un truc qui est il bizarre»? calmait, mais c'est pas grave. Moi, j'ai ma vision, j'ai ce que. Mais tu sais, je vais te dire, je Mmh. suis heureux comme ça aussi. J'ai pas forcément besoin de beaucoup à côté. Moi, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est de développer mon cabinet, c'est d'être un très bon dentiste. Enfin, je veux dire, au final, comment je pourrais te dire, t'es un peu au centre d'un projet et plus tu te formes, plus ça te servira plus tard, tu vois. Donc, je Mmh. suis pas, j'ai Et jamais plus tu te crées un réseau également, concession sur plus tu te crées du réseau aussi de quoi. et le réseau est très important et donc tu as une formation d'implantologie, une formation Oui. d'esthétique, la paro, tu fais de la paro aussi Un un peu de peu? muco aussi. Mmh. J'ai fait un CES que j'ai pas aimé du tout à Paris. Ah bah, ça, c'est sûr. Mais alors, j'ai pas aimé. C'est que là, tu quand même le grand écart entre Cofar et ou GRF et le CES de paro de l'université de je sais pas où. Ouais, C'est ouf! ouais, non, non, j'ai pas aimé du tout. Et voilà. Donc en fait, après j'ai fait un peu de muco. J'ai extrêmement aimé aussi cette partie muco. En vrai, Chez Benjamin tu as fait Benjamin Cortas, je crois? ouais, j'ai fait celle de Benjamin Ouais. Cortas et je m'entends très très bien avec Benoît Bernot. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui est un peu Ouais, son je connais pas. cousin.
qui vient d'ailleurs travailler au cabinet. Et voilà, en fait, donc pour moi, j'aime vraiment l'esthétique. J'adore aussi l'ortho parce que ça rejoint un peu la biomécanique, un peu que j'aimais bien dans la kiné, du corps, les mouvements, etc. Et j'adore aussi tout ce qui est fonction. D'ailleurs, c'était mon sujet de thèse à Genève. Ok. Et donc, ça fait. Alors, en gros, tu es diplômé de 2020, c'est ça? Donc, tu arrives 2020. post-Covid, J'arrive post-Covid. après le Non, Covid. mais même pendant le Covid, parce que il y a eu un deuxième confinement. Un deuxième confinement, on travaillait. Oui, exact, en novembre, ouais. 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 Donc voilà. Ok. Et donc, on va dire 2020, c'était le deuxième confinement, c'était novembre 2020. Donc 2025, ça fait 5 ans. Donc en 5 ans, tu te formes en implantologie, en esthétique, en paro, Ouais. en ortho. Tu as fait une formation d'ortho aussi? Non, j'ai pas fait de formation d'ortho par contre. J'ai lu des bouquins, mais j'ai pas fait Mhm. de formation. Alors j'avais fait une petite formation vite fait d'aligneur, mais j'ai pas fait du tout de formation privée d'ortho. Et l'endo, jamais ça t'a traité, ça? Non, malheureusement, désolé. Ça se J'ai voit jamais pas. trop aimé. Ça sert à rien. Et j'ai jamais C'était- trop aimé l'endo. Et en fait, par contre, assez rapidement, j'ai eu cette vision, alors je sais pas si on peut dire ça, vision, de me dire que voilà, t'es jeune, euh, et plein de connaissances un petit peu sur pas mal de sujets. Mais si tu veux Mhm. être le meilleur sur un truc, il faut être spécialisé. C'est pour ça qu'en fait, j'ai choisi de faire que de l'esthétique et je veux rien faire d'autre en fait. Je veux faire que ça parce que j'estime que si tu veux, enfin, en tout cas, c'est vraiment mon opinion. Si tu veux être très fort en endo, en resto, en implanto et en muco, bah, il faut que tu aies Mhm. 40 ans quoi, ou 45 ans. Et Alors, tu fais de l'implantologie quand même. Donc, en fait, l'esthétique, tu la retrouves un peu partout. Tu as le rouge et le blanc. Quand tu dis tu fais de l'esthétique globale ou tu fais de l'esthétique que dans le blanc? alors, ma Ou le vision, rose elle et est le blanc, globale quoi. dans le plan de traitement, mais Mhm. jamais je vais faire, moi, une greffe de gencive. Alors, élongation coronaire, gingivectomie, j'en ai déjà fait un petit peu, mais j'ai dans mon cabinet plusieurs spécialistes justement pour gérer ça. Donc, Et, tu délègues, en ah oui, fait. je délègue tout. Je ne garde D'accord. que le blanc, en fait, ouais, exactement. Et tu ne poses plus d'implant, plus rien. Non, 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 Ok, dans les intéressant implants, ça. j'en ai posé pas mal quand j'étais en libéral, enfin pas mal, je sais pas ce qu'on appelle pas mal, j'en ai posé peut-être une cinquantaine, centaine maximum. Mhm. Mais depuis que j'ai monté mon cabinet, j'ai pu poser un seul implant. D'accord. Et tu as pu poser. Alors, la question, c'est est-ce que tu ne poses plus d'implant parce que tu sens que tes compétences sont pas à la hauteur de tes attentes et du résultat final, ou c'est parce que justement, comme tu as développé une équipe pluridisciplinaire, tu te sens tu te dis, bah, putain, vaut mieux aller leur donner le meilleur de chacun, ou parce que aussi, il faut que je fasse tourner les gens de mon cabinet. Non, c'est plus que moi, si j'étais patient, j'aimerais que ce soit un spécialiste pour chaque type de soin. Je préfère D'accord. dans mon cabinet, tu as Victorien qui fait les endos. Je préfère même Mhm. pour un traitement d'une incisive, je préférerais que ce soit Victorien qui est spécialiste, qui aime le faire sous microscope, tout ça, plutôt qu'un omnipraticien. Donc, je D'accord. pense qu'on tend quand même vers un monde d'ultra spécialisation dans tous les domaines. Et je dirais même Alors, plus loin, ouais. c'est que dans mon cabinet, euh, à terme, j'aimerais presque, alors c'est un peu compliqué après à mettre en place, mais par exemple, quelqu'un qui soit spécialisé que en esthétique composite, quelqu'un qui soit que spécialisé en esthétique indirecte. On a une personne, par exemple, qui fait que de la restauration indirecte, que des restaurations postérieures, que ce soit en indirect ou en direct, mais non pas parce que souvent dans les cabinets, c'est un peu le poste qu'on donne un peu aux jeunes dentistes de commencer par les dents postérieures, tout ça, mais moi pas du tout en fait. C'est que elle est très forte pour faire les dents postérieures, elle adore cette partie-là, et ben fait que ça, tu vois. Enfin, parce que forcément, si elle fait beaucoup plus de dents postérieures, les compos, qui sont quand même très compliqués aussi parfois sur les dents postérieures, quand tu commences à pousser plus loin, à vouloir faire tous les sillons, etc., c'est quand même assez compliqué. Bah, elle sera forcément meilleure que moi si j'en fais un de temps en temps. Toi, tu es forcément meilleur que moi en endo parce que tu en as fait des milliers et des milliers. Mhm. Quelqu'un qui fait des implants est forcément meilleur. Et donc voilà, c'est ce que Alors, c'est assez marrant parce que la spécialisation, moi, je fais partie je suis de la génération de spécialisation, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler en 94-95, les spécialités, non seulement elles n'existaient pas, elles étaient même pas concevables, et encore moins, tu n'avais pas le droit de dire je suis spécialisé en Ah, bien endo, enfin, sûr. même si tu n'as toujours pas le droit de le dire, mais et en fait, ça c'est vraiment
l'implantologie a fait le travail, et puis ensuite il y a eu les parodontistes, il y a eu les endodontistes. Mais moi, en 2003, quand je m'installe, on est 13 ou 15 endodontistes en France. Ouais. Tu vois, c'est un truc, et les gens se disent, mais c'est lunaire. Mais comment on n'a pas l'idée, les dentistes à cette époque-là n'ont même pas l'idée de référer un patient. Ouais. De se dire, bon, écoutez, ça, je sais pas faire, mais allez voir là-bas, le fait de faire un courrier, parce que le dentiste, il sait tout faire. Et puis voilà, donc ça, c'est. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu cette espèce d'ultra spécialisation. Et en fait, je vais un peu à contre-courant de ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, tu as des gens qui sont très bons dans beaucoup de domaines. Tu sens que l'hyper-spécialisation, au bout d'un moment, elle te fait rentrer pas dans une routine, mais D'accord. dans quelque chose, tu vois, tu es un peu chier. Alors en esthétique, je pense que chaque cas est unique, et globalement, le défi est à chaque patient. En endo, moi aujourd'hui, je pourrais plus faire mes 6 traitements 4 jours par semaine. J'aurais l'impression vraiment de devenir un robot. Souvent, oui, après, ça devient un petit peu des exercices complémentaires, peut-être endo resto ou peut-être, je sais pas exactement toi ce que tu fais, mais oui, de toute façon, non, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est vrai que sinon, ça peut être très chronophage, en fait, de faire tout le temps la même chose. C'est plus rébarbatif, Ouais, en fait, si tu exactement. veux. Moi, quand je travaille, j'ai 6 traitements par jour. Le sixième, j'ai toujours le sixième, faut pas m'emmerder, quoi. C'est parce qu'il y a une espèce de routine, même si chaque cas est unique, et que le passage d'un instrument fracturé, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu fais toujours, toi, là, il y a 6 mois, je me dis, putain, je me mettrais bien l'implanto, quoi. Ouais. Pour aller voir. Non, non, mais Quitte je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aussi un petit peu dans mon cabinet, c'est que s'il y a un jour, par exemple, le docteur Beauchâtel qui vient dans mon cabinet, bon, bah, lui, c'est simple, c'est une machine, il sait tout faire. Il sait faire les implants, la muco, l'esthétique, il est très fort. Mais je veux dire, il a pas mon âge non plus, en fait. C'est que, en fait, ça dépend un petit peu du profil. Si c'est quelqu'un qui est reconnu et en implanto et en esthétique et qui gère tout, bon, bah, je vais pas forcément le brider. Après, si c'est un jeune comme moi et qu'il arrive et qui dit attends, moi je suis très fort en implant, très fort en esthétique et tout ça, je vais dire attends, tu peux pas avoir énormément d'expérience dans chaque domaine, tu vois. C'est un petit peu, mais de toute façon oui, je te rejoins qu'à un moment faire que ça. Alors après, ça dépend un petit peu des activités. Je sais pas trop toi comment tu fonctionnes, mais on a quand même nous beaucoup de plans de traitement qui sont pluridisciplinaires. Et donc c'est quand même toujours assez fun, hein. Moi j'adore soigner. De toute façon je veux pas du tout arrêter de soigner, on en reviendra peut-être un peu dessus, mais je trouve que c'est quand même toujours sympa de réfléchir à un plan de traitement tous ensemble avec toute une équipe. Moi c'est quelque chose que j'adore en tout cas. Et j'apprends beaucoup Ouais. avec cette Alors ça, c'est la spécificité de ton cabinet, c'est-à-dire que vous avez tous les corps de métier. Nous, exactement. souvent les endodontistes sont isolés. Soit ce sont des praticiens qui sont recrutés par le cabinet pour faire l'endo du Ouais, cabinet. Et globalement, on lui dit bah, fais l'endo là-dessus ou pas, d'ailleurs. Et nous, on est 100% référés. On n'a pas de, même si on est dans une structure où il y a des omnipraticiens, les omnipraticiens se comportent comme des référents. Mais alors, oui, bien sûr, on va nous demander un avis sur un plan de traitement, mais on n'a pas cet aspect réhabilitation globale. Ou alors, ça va être un praticien qui lui fait sa réhabilitation et il nous demande s'il y a une cohérence je vois ce que tu endodontique. veux dire. Mais on va pas, voilà, on n'a pas des staffs. Ouais, On n'a pas de vrais staffs, on je veux participe dire. pas à des staffs. C'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage. Alors, l'idée du cabinet, bon, t'es avenue Georges V, là, tu te dis, bon, Voilà. finalement, là, ça commence à me titiller. Vous êtes combien de praticiens dans le cabinet? Alors, je sais même plus exactement, on était 12 à un moment. Je me suis séparé un petit peu, j'ai réduit un tout petit peu. Je crois qu'on est 9 là. Alors, pas tout le 9. monde est à temps plein, parce que j'ai 6 fauteuils et un bloc. Mais oui, en général, la plupart des D'accord. praticiens font 2, 3 jours. Il y en a 2 qui font 4. Moi, je fais encore 4 et demi. Et la plupart des gens, voilà, c'est 2, 3 jours, quoi. Ok, et donc, alors ce qui est intéressant, c'est quand tu crées alors tout est intéressant, je vois pourquoi je dis ce qui est intéressant, mais quand tu crées l'idée de ton cabinet, tu as déjà une idée du réseau et des praticiens et tu dis, bah tiens, je l'aimerais bien dans mon cabinet, ou tu conçois le cabinet et tu vas chercher les gens après. Alors, ouais, exactement, c'est plutôt ça. Et je vais même te dire, au début, c'était très compliqué. Euh, les débuts étaient compliqués parce que je m'installe dans le centre de Paris, je monte un cabinet un peu de luxe, je communique un petit peu dessus. Et tout de suite, je ressens ce que tu disais un petit peu Ah bah du oui. podcast, le monde un peu de requin, de dentisterie. Mais vraiment, je le ressens. Pour qui il se prend, lui? Pour qui il se prend? Il est Et, sorti il y a 3 ans, pour qui il se mais prend? Hein? vraiment, je l'ai vraiment Ah bah ressenti. bien sûr. Et ça, je pense que ça m'a donné un peu une rage aussi, cette partie-là. Mais je m'en souviens que c'était très compliqué de recruter au début.
Et bah, c'est pas grave, moi je m'en fichais. Je savais que je voulais faire une très belle dentisterie. J'investissais tout le temps dans le meilleur matériel, dans les meilleures technologies. J'essayais d'être très avant-gardiste sur tout ce qu'on faisait, de communiquer sur les soins d'excellence qu'on veut essayer de développer, etc. Et en fait, le déclic, en fait, ça a été quand j'ai eu le premier praticien, Alexandre Richard, qui est venu, connu un petit peu. Ah oui, Alexandre Richard. Ok, je savais pas qu'il était chez toi. Alexandre Richard, le premier qui était venu, c'était pas du tout Alexandre Richard, il y en a eu plusieurs avant, mais le premier un petit peu connu. Et je pense qu'à Ok. partir de là, bah, les gens se sont dit, attends, c'est un cabinet quand même sérieux. Si tu as quelqu'un comme Alexandre Richard qui vient, c'est que voilà, ça commence à être du sérieux. Et après, ils ont vu que je faisais le master de Genève. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé vraiment à avoir des très bonnes pointures en fait qui sont venues au cabinet. Mais au début, c'était pas le cas. Et je vais même te dire maintenant, aujourd'hui, c'est, je vais pas dire facile parce que c'est toujours compliqué de recruter quelqu'un de très bien. Mais tu vois, là, j'ai mis une annonce parce qu'en fait, je me suis séparé de plusieurs dentistes en juin à peu près par choix. Et je m'étais dit, je vais restructurer un petit peu le cabinet, je vais recruter un petit peu vers septembre-octobre. Et là, j'ai mis les annonces, bon, bah, je reçois beaucoup de CV. Alors après, je suis très exigeant un petit peu sur les recrues, mais je veux dire, c'est plus du tout le même monde entre comment j'ai créé le cabinet et comment je recrutais à l'époque qu'aujourd'hui, en fait. Mais c'est vrai qu'au Et début, donc, qu'est-ce qui a plu je pense que tu en as discuté avec Alexandre Richard, mais qu'est-ce qui lui a plu dans le cabinet? C'était l'emplacement, c'était le concept, c'était la c'était prise en les charge. lieux? Que moi, je voulais que tout D'accord. soit parfait, les photos, le parcours patient, que tout soit. Si tu veux, j'ai travaillé en collaboration et c'est pas dans tous les cabinets où on t'offre un plateau technique assez incroyable, où on te propose des assistantes, on te propose un secrétariat. Moi, ils ont nos limites un peu sur le budget. Sur les matériels qu'ils veulent. Alors bien sûr, s'ils me demandent un microscope, bon là j'en ai racheté deux d'un coup, mais enfin c'est quand même des réflexions. Mais je veux dire, de base, je vais pas refuser s'ils veulent un composite, je vais pas refuser s'ils veulent un adhésif ou quoi que ce soit. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui leur plaît parce qu'en fait, quelqu'un comme Alexandre Richard ou d'autres un peu conférenciers, dentistes au cabinet, bah, ils veulent être excellents. Ils savent qu'ici, ils peuvent pratiquer une belle dentisterie. Jamais je vais leur mettre la pression pour leur dire, bah, attends, là, il faut que tu me fasses tant de chiffres. Ton traitement, il doit pas durer plus d'une heure, etc. Ils prennent leur temps. Ils ont de quoi après préparer leur conférence, etc. Donc, enfin, je pense qu'ils sont très heureux, en fait. Ils sont Ouais, bien. Ils je ont... pense qu'ils sont bien. Et donc, là, on va juste sur la structure. Donc, c'est quoi? C'est une cellule? Tu as monté C'est ta là, une je cellule? suis tout seul. Je suis le seul Et tu es tout commercial. seul. Et après, eux, ils sont associés minoritaires. Ok, d'accord. Et donc, par exemple, David Beauchâtel, il est quand même à Bouc-Bélier, donc il vient une journée Lui, il vient par 2 jours semaine, c'est toutes les ça? 2 semaines. 2 jours toutes les Cette deux semaine, il semaines. va Ok. peut-être augmenter un petit peu. Bah, tu vois, par exemple, lui, c'est une énigme. Je sais pas trop pourquoi bah, si, je sais maintenant pourquoi il veut venir, mais c'est vrai qu'au début, ce qui est assez drôle, c'est que je mets une annonce sur Insta en disant que je cherche un praticien et il me dit, bah, moi, je veux bien venir. Et je me fous de sa gueule au début, je dis, tu te fous de moi, enfin, je rigole, quoi. Et il me dit, non, non, mais j'aimerais vraiment venir à Paris parce que, bah, il y a peut-être une patientèle qui est un peu différente, j'aime bien l'ambiance du cabinet, c'est des jeunes, etc. Donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et Ok. il y a beaucoup de praticiens qui veulent venir parce que bah, et en fait, ce que j'aime par-dessus tout dans mon cabinet, c'est un peu cette émulation qu'on a entre tout le monde. Le fait d'avoir quand même des bons dentistes qui sont tous un peu avant-gardistes dans leur pratique, qui font beaucoup de conférences, bah, on se tire quand même tous les uns les autres, tu vois. Donc c'est quand même très Hmm. satisfaisant comme ambiance du travail. Ok. Et donc, lui, il vient. Alors, comment ça se passe? Il recrute, chacun recrute ses patients, ou c'est toi qui recrutes les patients du cabinet et tu les redispatches en fonction de ce qu'il y a à faire? Je dispatche beaucoup, mais ils ont aussi leurs patients, hein. Ils sont sur Doctolib et puis c'est à eux aussi de recruter. D'accord, ok. Et donc là, tu m'as dit vous êtes 9. Il y a une endo, donc Alors, Vic. une endo, Victoria San Salvador, je ne sais pas si tu connais ou pas. Tu sais très bien, ouais, elle m'a interviewé il n'y a pas longtemps là, à l'ESE. Ah, pour la ferraille à la casse. Il y a le docteur Serrano qui fait de l'ortho. Ok. Euh, et tu vois, les deux profils, c'est des filles qui sont à fond dans leur truc. Tu vois, elles adorent vraiment ce qu'elles font. Elles sont top. Moi, enfin, j'ai confiance en elles les yeux fermés. On a le docteur Pléchaud qui fait de la muco, de la paro. On a le docteur Di Donato qui est fait, elle, de l'esthétique un peu omnipratique aussi.
On a, le docteur Proença qui fait de la resto postérieure, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ok. On a donc docteur Beauchâtel, on a le docteur Richard, on a le docteur Rousseau qui intervient pour faire des gros plans de traitement quand c'est des grosses greffes osseuses, etc. Euh, et on a moi. Donc là, ça fait 9. On a Benoît qui intervient aussi. Et après, donc, Benoît. là, je me suis séparé de 2 dentistes au mois de juin et puis je vais recruter de nouveau. Benoît, c'est qui Benoît Benoît Bernot, le poulain de Benjamin Cortès que je te disais. Ah, ok, d'accord. Ok. Oui, dans celui dont tu me parlais tout à l'heure. Mais lui, il est parisien ou il vient de la Pareil, Pampa de Benjamin, là? il vient à côté de Lyon et il vient au cabinet de temps en temps. D'accord. C'est assez marrant d'ailleurs Mais comment ils font d'ailleurs? Parce que je croyais qu'on pouvait pas t'associer dans 2 cellards. Ils peuvent être associés minoritaires chez toi et dans une cellarle chez eux? Alors, eux, alors, Beauchâtel, il est collaborateur. Il est pas D'accord. associé. En fait, tout le monde n'a pas le statut d'associé. Ou alors, par exemple, le D'accord. docteur Bernot qui venait de manière que ponctuelle, lui, il vient en intervenant, par exemple. D'accord, ok. Donc ils sont pas. C'est ça. Donc David Beauchâtel, lui, il a un contrat de collaboration. Exactement. C'est ton et ça fait, sans déconner, ça fait quoi d'avoir Beauchâtel en collaborateur? C'est pas la classe? C'est sympa. Je vais demander à mon collaborateur David Il Beauchâtel. travaille avec moi au cabinet. Non, c'est ce que je te dis. Pour moi, c'est ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir créé une équipe comme ça. Et j'ai même allé plus loin, c'est que le laboratoire, mon équipe, elle est exceptionnelle aussi. On a Dimitri qui fait de la céramique qui est top aussi. On a Carla, on a Francesco aussi. Enfin, franchement, et même les. Oui, parce que en fait, le truc, c'est que tu as même monté. Il n'y a pas beaucoup de cabinets, à ma connaissance, qui ont le laboratoire en interne. Donc, Oui, il y a Cyril Gaillard qui a fait ça. oui. C'est d'ailleurs si un cabinet du côté de Metz. C'est un cabinet pluridisciplinaire aussi. Ouais. Ouais, mais en fait, il me disait c'est quand même une sacrée galère d'avoir un prothèse parce que c'est pas le même métier. C'est pas le même métier, c'est quand même très coûteux. Jamais je dirais que c'est rentable, par exemple, d'avoir son laboratoire sur place. Mais par contre, ça apporte un tel service pour le patient que moi, c'est ce qui m'importe, en fait. Moi, je mise tout aujourd'hui sur le service envers le patient, que ça soit le mieux possible pour le patient. Et c'est une énorme plus-value, encore plus moi qui fais de l'esthétique, d'avoir quelqu'un qui peut montrer les facettes, les monter à côté du patient. C'est exceptionnel, tu vois. Je vais même te dire, j'aimerais même plus tard presque, c'est bon, j'ai envie encore forcément de continuer à développer, de mettre un cabinet où tu as une entrée où tu vois le laboratoire en plein milieu, un peu comme dans les restaurants de sushi où tu vois le mec qui fait devant toi, là, il y aurait les céramiques un petit peu devant. Non, c'est un truc qui qui te fout pas un œuf sur la gueule. Et mais donc au niveau du laboratoire de prothèses, tu as combien de personnes en interne? Tu m'as dit donc 3? j'ai 4 personnes, il y a une stagiaire aussi. Et ça, c'est une structure À part. qui est à part, Oui. mais tu en es propriétaire, c'est une société à part ou c'est un prothésiste Non, c'est qui à est chez moi. toi? C'est à moi, tout est à moi. Ok, et donc les prothésistes, tu es salarié d'une Voilà. société, mais c'est pas dans la Cellarle, c'est une Non, société à une part. société à part. C'est le bordel. Et putain, les mecs, ceux qui nous écoutent, il a monté ça en 4 ans quand même, hein, parce que faut y aller. Faut y aller parce que non, mais même tu recrutes un prothésiste et que tu le recrutes comment le prothésiste? Parce que tu connais pas son métier. La même chose, très compliqué au début, mais via les réseaux. J'envoie beaucoup de messages sur Insta. Alors au début, je voulais recruter des Brésiliens. Je voulais des Brésiliens qui viennent, qui sont forts en esthétique, tout ça. Et alors c'était compliqué au niveau des papiers. Et après, je mets des annonces au niveau. Non, mais c'est ça en vrai qui était compliqué. Il n'y aurait pas eu de législative qui serait venue, les Brésiliens, c'est sûr. Ils étaient très contents de venir dans ce projet-là. Après, j'ai eu un Grec aussi qui était venu faire des entretiens, tout ça. Enfin, et en fait, le premier qui est venu, c'est Dimitri, qui est assez. Ok. Je sais pas si tu vois qui c'est sur les réseaux. Il s'appelle True Dental Story. Et pareil, c'est un monstre de travail qui veut développer, qui commence à faire des conférences. Et en fait, c'est ça c'est ce que je te disais, c'est que vu que tout le monde est assez connu dans son, tu vois, par exemple, Beauchâtel, les Richard, tout ça, ça attire aussi le monde, tu vois, ça donne de la crédibilité. Donc forcément, quand tu as quelqu'un comme Dimitri après dans ton labo, si moi demain j'ai besoin de recruter quelqu'un, il peut m'aider facilement à recruter quelqu'un. Donc, en fait, mais comment, parce que alors, ça, à la limite, bon, le plateau technique, on va en parler après, mais derrière, il faut recruter les patients quand même. Oui. Enfin, c'est toujours une question que je me pose à Paris, vu le nombre de beaux cabinets qu'il y a.
C'est la guerre. comment vous arrivez à recruter quand C'est même? Ouais, c'est la guerre. mais c'est la guerre, mais c'est pas grave, c'est moi, je pense qu'il y en a qui ont peur un peu de la concurrence, tout ça. Je pense pas, parce qu'au contraire, tu vois, c'est que la concurrence, elle stimule beaucoup. Alors bon, bien sûr, on n'est pas plein à 3 mois, mais je vais te dire, j'ai pas envie d'être plein à 3 mois. Moi, je suis plein à 2 semaines. Et dès que je Mhm. suis plein à 3 semaines, ça m'angoisse. Tu vois, j'ai pas, moi, non, mais vraiment, je déteste être plein à trop longtemps. Donc non, T'es plein 3 semaines, t'embauches. bah, mais c'est presque ça, tu vois. C'est presque ça. Moi, il y a un patient qui vient et qui me dit j'ai pas de rendez-vous en 3 semaines, ça m'embête pour lui, tu vois. Et même moi, je sais pas ce que Mhm. je fais dans 3 semaines. Donc oui, après des patients, il y en a toujours eu. Et non, je sais pas. Après, là, le cabinet, T'en as eu dès le départ ou c'est les départs en. c'est Doctolib. Juste, comment? Dès le départ? Ouais, Doctolib. Moi, j'ai toujours eu Doctolib. Et ça a été une nouvelle patientèle que j'ai créée. Mais parce que ce plateau technique, donc t'es locataire ou propriétaire des Locataire. murs? T'es locataire. Il y a combien de mètres carrés? 270. Dans le 9e, ok. Bien. Donc déjà, moi, rien que le loyer de ça, je dors pas. Ouais, mais Après, moi, si tu veux, on va parler de chiffres très, très francs, tu vois. Le loyer, c'est 12 000 € par mois. ah, ouais, c'est pas déconnant. Tu vois, je pensais Et que non, non, je m'attendais pas vraiment plus que déconnant ça. du tout, 12 000 € par mois. Et bon, moi, depuis toujours, en chiffre d'affaires, enfin, en tout cas, quand je suis sorti de Georges V, tout ça, je faisais aux alentours des 50 000 – 60 000 € à peu près en chiffre d'affaires en travaillant Ok, 6 jours par semaine. C'est pas non plus énorme, mais donc je m'étais dit, en fait, pas mal quand même. quoi qu'il arrive, mais je vais Hmm. pouvoir le payer ce loyer. Et bon, faut Hmm. pas oublier que pendant 1 an et demi, 2 ans, je me payais pas beaucoup en fait, tu vois. C'est Hmm, juste hmm, ça. En fait, hmm, moi, je suis vraiment en mode start-up en fait. C'est que je m'en fous de prendre de l'argent, je remets tout dans le cabinet, je développe, je développe, je développe, et on verra plus tard pour l'argent. Tu vois, je m'en fiche aujourd'hui de savoir combien je gagne à la fin du mois. Tu vois, je préfère Ok. développer mon cabinet. Bon, après, il y a 12 000, il y a le plateau technique à monter. Oui, mais tout est en leasing, donc c'est de la location. Et après, j'ai pas tout pris d'un coup non plus. J'ai Hmm. pas pris tout du tout d'un coup. C'est-à-dire que tu as commencé avec combien de fauteuils? Alors, j'ai commencé avec 3 fauteuils. Tu vois, il y avait la moitié de mon cabinet qui était même pas fait les travaux, tu vois. Il y avait juste les D'accord, peintures qui avaient été faites, mais les fauteuils étaient même pas emménagés ni rien du tout. Et en fait, d'accord. bah, au bout d'un an, j'ai réagrandi, j'ai remis 3 fauteuils, j'ai recruté, etc. Ok. Et donc il y a ça, et puis après il y a la masse salariale. C'est ça en fait qui est compliqué. Vous avez combien d'assistantes pour tout ce monde? Ben, en tout, en tout, du tout, le cabinet, on était, alors pareil, j'ai réduit un tout petit peu parce qu'on était beaucoup à un moment, on était 35 à un moment. Donc ouais, ça fait pas mal de monde. Attends, 35 moins les 4 prothésistes, ça fait 31, moins les 9 dentistes, ça fait 22. Tu avais 22 assistantes. Ben, il y avait une dizaine d'assistantes, il y avait 3, 4 personnes, il y a une personne dans la communication. Oui, non, il y avait du monde, hein. Ah oui, donc il y a des postes. Ah, il y a pas que, c'est pas que assistante, il y a secrétariat, Ouais. direction, coordinatrice et communication. D'accord. Et communication, c'est une personne qui animait les réseaux sociaux, Voilà, etc. chargé de com, qui organise un petit peu quand on fait les événements, parce que maintenant on a aussi Opal Academy, une société de formation, donc il y a pas mal de petites choses à gérer. Ouais. Là, tu n'avais pas assez de prendre des scuds, tu as essayé de reprendre sur le côté droit aussi. Ouais. Parce que là, quand tu te lances dans la formation, en général, c'est que déjà les mecs, ils t'avaient mis dans le viseur, mais là, ils commencent à te tirer. Euh, et donc, ça, c'est quoi? Vous faites de la formation dans tes locaux ou en dehors des Alors en locaux? fait, il y a 3 types de formations qu'on va faire. On va faire des formations after work classiques, c'est en semaine, comme ça on en fait une par mois où on choisit un sujet et on parle pendant 1 heure et demie. Après, on va organiser des formations en live. Donc là, pareil, ça va Ok, être le soir où je fais un composite et puis c'est retransmis dans la salle d'attente. Et après, on va faire de la formation classique, mais là où on va louer des locaux. Et en fait, à ok, terme, ce que d'accord. j'aimerais dans la prochaine structure, c'est d'avoir un endroit que pour faire de la formation. Mais c'est un grand classique, ouais. Enfin, c'est un grand classique, c'est ce qui se développe. Je pense que tu as vu ça chez Stephen Koubi, Oui, voilà, qui a ça. Ouais. Benjamin Cortas, tout ça. Benjamin. Ouais, après, Benjamin, il habite pas dans le 9e à Paris, lui. Il Ouais, achète des immeubles, il n'y a rien autour. c'est pas le même prix. C'est pas le même prix, mais il y a de l'espace. Benjamin, avec qui j'ai enregistré, là, qui va bientôt passer, c'était très sympa parce que je le connais pas, je J'adore. connaissais pas physiquement, mais tu vois, ça fait partie des gens où ça reste quand même des gueules et des gens qui forcent le respect. Et Humainement parlant, il est exceptionnel. Moi, je vais te dire, je le connais pas tant que ça.
À chaque fois que j'ai besoin d'un truc, il m'appelle, on parle pendant 1 heure. Et c'est incroyable. Il y a des gens, en fait, et c'est ça aussi qui est bien, c'est que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles aussi en faisant tout ça. Et cette bienveillance qu'il a, lui, par exemple, il n'y en a pas beaucoup et il est exceptionnel. Non, non, il y a ça et encore une fois, on en revient à la punchline du podcast. Le hasard n'existe pas, la chance se provoque. C'est-à-dire que, en fait, en faisant les choses, tu vas avoir deux clans. Il y a toujours deux clans. Il y a les haters et les lovers. Mhm. Et d'ailleurs, les lovers peuvent venir du clan des haters en disant, bah, non, finalement, parce que la première réaction quand tu es bien installé dans le truc, c'est quand tu as du 109 qui arrive, tu te dis, mais qu'est-ce qui va nous faire chier à marcher sur nos plates-bandes? Ouais, Et puis après, tu apprends à connaître les gens et te dire, ouais, ok, bah, il a tout à fait sa place dans les ouais, plates-bandes. bien sûr. Et je pense que Benjamin, c'est un découvreur de talent aussi. Ils ont fait un truc qui est sympa là dans leur structure où ils proposent 2 places tous les 2 ans C'est ou ça, 3 ans. Benoît Bernot, c'est un des jeunes qui était avec lui de la première édition, en fait. Il y avait ceux qui ont fait ça aussi, c'est les deux Jocelyn et son associé là du Fil, Oui, exactement. FE2L. Ouais. Voilà, ils font ça, ils ont un. Et ça m'avait donné des idées parce que. C'est top le euh, mentorat. Ouais, et mais c'est un mentorat qui est vraiment très, très immersif et en fait, ils font un internat dans des conditions libérales, donc c'est assez et moi, si intéressant. je devais Et- recommander en tout cas de la formation aujourd'hui, bon, sauf moi là, je voulais l'université le master de Genève un peu pour pouvoir communiquer aussi un petit peu dessus. Mais pour moi, la meilleure formation d'ailleurs pendant le master, c'était d'avoir un mentor et à qui hum, j'écrivais toute la journée, tu vois. Et je pense que hum, hum. si tu es jeune et motivé, le mieux pour se former, c'est d'essayer de trouver un mentor et puis c'est lui qui te donnera beaucoup plus C'est d'informations. assez clair. C'est marrant parce que j'en discutais tout à l'heure avec pour un projet qu'on a actuellement. C'est les trois. C'est 10 mois, montre-moi, implique-moi. Mais Et en gros, ça c'est une règle hein, quand tu es enseignant. Et ça fait 30 ans que je fais de l'enseignement et c'est vraiment, j'ai toujours remarqué que bon, tu fais une conférence, les mecs qui sortent de là, ils posent la question, tu te demandes s'ils ont assisté à la conférence. Ça fait juste peur. Ensuite, montre-moi, bah déjà tu commences à me mettre en TP, voilà, et implique-moi, c'est-à-dire en mentorat, c'est-à-dire bah vas-y fais-le, puis je te guide, et ouais, je te corrige. Et ça, c'est là où tu apprends bien c'est là où tu sûr. apprends le plus. Ah, Ça c'est c'est clair. clair. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement la formation non universitaire à réussir à choper ça. Et c'est pour ça qu'en implantologie, les formations qui avaient le plus d'intérêt pour les gens, c'était les DU, puisque bah, tu faisais de la Bien clinique. sûr. Et ça, c'est compliqué de faire de la clinique en dehors de l'université. Donc là, aujourd'hui, si on en revient sur la structure, donc 250 mètres carrés, 9 mètres carrés, 9 praticiens, 6 fauteuils. Oui, Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, bon, les assistantes, la ST, tout ça, on connaît bien, mais par contre, cette structure où tu as communication, coordinatrice, etc., oui. c'est quoi exactement la coordinatrice? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la elle- coordinatrice, alors ça, elle est arrivée il y a pas longtemps, et elle est pour moi un pilier maintenant au cabinet, puisqu'en fait, la difficulté dans ce genre de structure, c'est la structuration des plans de traitement entre les différents praticiens. Donc, pour moi, Ok, elle a trois rôles. C'est quand il y a un plan de traitement, que ça soit bien clair entre les dentistes. Donc, rappeler, et là, tu m'as pas fait ton devis sur ta partie, etc., pour bien faire un plan de traitement. Un deuxième rôle de explication aux patients. Mhm. Et un troisième rôle de bon bah le patient, il y a des questions et des choses qui vont pas, va filtrer au lieu de venir faire une consultation avec nous, tout simplement le patient parce qu'il y a des trucs qu'il a pas trop compris, bah elle peut expliquer au patient, enfin réexpliquer, trouver des alternatives, etc. Ok. Et est-ce qu'elle fait de la coordination de soins aussi ou pas? C'est-à-dire de s'assurer si un tel a fait le soin, de savoir qui va intervenir en premier, l'endo, la paro, Exactement, c'est ce etc. qu'elle fait aussi. Enfin, c'est son but en fait, c'est vraiment la coordination entre Ok. nous et les patients en fait. D'accord. Et c'est quoi le profil quel est le profil de la personne que tu recrutes pour ça? Et ben elle était assistante dentaire, si je dis pas de bêtises. Elle est montée un peu en grade dans un centre dentaire à Paris. Ok. Et voilà, je l'ai recrutée comme ça. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un peu l'habitude. Je voulais quelqu'un qui soit dans le dentaire quand même, parce que Ok. alors de mon expérience, j'avais quelqu'un qui était directrice et qui était très très bien, hein. Franchement, j'ai rien à dire sur ses capacités. Mais elle était dans l'hôtellerie. Donc moi, c'est ce que je voulais au début parce qu'elle va Hmm. m'apporter un peu des codes du service. Donc bon, c'est des clients, nous c'est des patients, mais voilà un code un petit peu qu'ils connaissent dans les hôtels. Mais ce qui était compliqué avec elle, c'est qu'elle connaissait pas du tout le dentaire. Et c'était un peu compliqué parfois avec Hmm. les patients.
Mais D'accord. donc c'est pour ça que là, par contre, coordination, il fallait absolument quelqu'un qui parle dentaire, quoi. Et ta directrice, là, justement, parce que c'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec mon associé sur l'expérience patient. Oui, Et je disais, mais en fait, on est trop. Et donc, j'ai fait un podcast aussi avec Renaud Noiret qui, lui, est complètement focus là-dessus. Et son bouquin, je ne sais pas si tu connais son livre, Diapason, oui, c'est un pur bonheur. C'est vraiment du petit gâteau à manger. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré justement de ce qui se passe dans les hôtels, les palaces, etc. Toi, tu disais que dès que tu étais étudiant, tu allais voir les belles oui, structures et que tu engrangeais. oui. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de ce qu'on trouve jamais dans un cabinet dentaire et que tu as été capable de mettre dans le tien justement par ces observations-là? Ben, plusieurs trucs, par exemple les odeurs. Tu arrives dans un hôtel, Ouais. ça sent bon, tu vois. Et donc moi, tout de suite, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que j'ai créé un parfum Opal. J'ai contacté une société, on a créé une odeur et puis bah, il faut la diffuser partout. Quoi d'autre? Ça peut être une expérience. La dernière fois, c'est simple, je prends un Uber. Mhm. Et tu vois, dans le Uber, la plupart des Uber maintenant, bon, bah, ils t'ouvrent même plus la porte, il se passe rien de Mhm. particulier, tu rentres et puis tu fais ton trajet. Et lui, je sais pas pourquoi, déjà, il est arrivé dans une belle voiture, c'était archi clean, il m'ouvre la porte, il m'a ouvert le coffre, j'arrive dedans, ça sentait bon, il me met du jazz. Putain, mais je me suis dit, c'était ouf, tu vois. Enfin, tu sens que c'était un truc différent des autres. Et en fait, Mhm, bah, mhm, je me suis mhm. dit, je suis revenu du truc, et j'ai dit, putain, faut qu'on fasse exactement la même chose, une musique non, mais vraiment, musique classique. Ouvrez la porte. Ben, presque, non, mais tu rigoles, mais c'est presque. J'aimerais Mhm. presque avoir quelqu'un qui soit vraiment à la réception, tu vois. Mhm. Et Tu sais, bah, ça me rappelle, j'ai des copains endodontistes, la rue Marguerite. Eux, ils avaient fait deux choses qui m'avaient vraiment fait éclater de rire. Quand ils ont ouvert leur cabinet, ça doit faire 10-15 ans maintenant, ils ont fait un numéro de téléphone. Alors maintenant, on l'a pu, mais tu sais, sur les téléphones, sur les chiffres, tu as des lettres. oui, Et donc, leur numéro de téléphone, c'est 01 quelque chose, et les 4 derniers chiffres, c'est Endo. oui, E-N-D-O, je tu me vois. souviens. Ben, Mais oui, mais parce en que fait, c'est tu dis, important, ces mais trucs-là. ça sert à rien, mais inversement, je me souviens toujours de leur numéro de téléphone. Ben voilà, ben, parce que Tu vois. c'est ça. Alors, j'ai du mal à mémoriser les 4 premiers chiffres. Et la deuxième chose, c'est qu'ils avaient foutu un voiturier. Ben oui, ben, parce que le nombre de personnes à Paris où c'est impossible de se garer. Et Mm, quand moi là où mon père avait mon cabinet, bon bah son cabinet, c'est facile de se garer, il y a rien autour. mm, Tu te gares comme tu veux et puis il y a pas de problème. Mais si tu te gares un peu de travers, tu as une amende ou alors, enfin c'est pas possible, tu peux pas. mm. Donc, t'as un Et vous avez un voiturier ou pas, vous, non? non, mais dans Mm, la prochaine structure, j'aimerais bien, ouais. mm. Parce qu'en plus, un voiturier, il s'autofinance. Parce qu'en fait, il fait payer les gens le service. Ouais, non, bien sûr. Bon, ça après, je Mm. connais pas trop encore les trucs, mais oui, ça, c'est sûr qu'il y a Mais des... tu vois, et ils ont un cabinet qui est magique, et c'est d'excellents praticiens. Mais ce qui m'a marqué, c'était le numéro de téléphone avec Ando et le voiturier, parce que Et puis, ce qu'ils veulent c'était aujourd'hui, les patients, c'est une expérience, en fait. Moi, Mm, c'est un peu vraiment le truc que j'ai remarqué, c'est que le patient, il s'en fiche d'avoir le sillon sur la 7 qui est bien fait. Il s'en fiche, il ne voit mm, pas ça. Par contre, il va se souvenir si tu l'as fait mal, si tu l'as bien pris en charge, etc. Et c'est extrêmement important. C'est pour moi le plus important, en tout cas, si tu veux fidéliser tes patients, c'est d'être au top avec eux. S'ils commencent à avoir 5 minutes de retard et puis que tu l'envoies à la porte, le patient ne va pas revenir. Ou en tout cas, enfin, moi, en fait, j'ai toujours été à la recherche de patients. Et moi, je me battais pour les patients. Tu vois, mm. et pour moi, le patient est roi au cabinet. Alors, je sais que ça peut choquer certains quand je dis ça, mais voilà, pour moi, le patient, il vient, et c'est tapis rouge et il faut que ça soit nickel pour lui, quoi. Mm. Après, c'est quand il faut remplir le frigo, il y Et a ben un moment, voilà, tu fais des ah efforts, ben hein. c'est sûr. Et ben c'est toujours la même chose. Et la profession a été un peu pourri gâtée avec ça. C'est-à-dire que, alors, à Paris, je sais pas, mais nous, en province, et j'en discutais avec mon associé, je dis, on fait pas d'efforts pour aller chercher les Ouais, patients. je sais. Les patients, ils viennent tout seuls. Donc, même moi, des fois, quand je suis un peu fatigué, un peu excédé, tu vois, je me dis, ouais, j'ai pas été cool là. Non, bien sûr. Et en fait, on oublie cette position qui est celle du patient parce que on a besoin d'une expérience. Moi, j'ai ma fille qui a eu un très gros pépin de santé récemment. Oui, Et ce qui m'avait marqué, c'était la prise en charge de l'hôpital. Alors que toi, à l'hôpital, quand il va, bien tu sûr. n'as juste pas envie d'y retourner. Et quand tu rentres dans ces services où vraiment il y a une prise en charge intelligente et formelle, bah, tu te sens porté. Bon, par contre, dès qu'elle est sortie, on est retombé dans les travers.
Et effectivement, je pense que et ça, ce qui est très intéressant, c'est que en France, on a presque honte de ça. Ouais. En disant, mais on n'est pas un business, on n'a pas à faire ça. Et ben, Et alors, qu'est-ce que ça et si pour le même prix, tu rends les choses agréables, et c'est quel pour est ça, le problème en j'ai fait? vu beaucoup de cabinets en Espagne, en Suisse, tout ça, où c'est pas du tout la même prise en charge. C'est pas du Mmh. tout la même prise en charge et je m'inspire beaucoup de ce qui se fait à l'étranger. Ouais. Ouais, mais c'est marrant, il y a presque une forme, honteuse en France de se dire: «Oh là là, tu vu ce qu'il fait pour avoir des patients?» Et encore une fois, si on le fait et que c'est agréable pour les gens, quel est le problème? Ah non, mais Quel est le c'est sûr problème? qu'il y a, il y a même un décalage aujourd'hui entre les professions, hein. Là, ce qu'on dit, là, je suis sûr qu'on est en train de parler, il y en a qui vont dire, c'est n'importe quoi ce que je raconte. Je sais pas si tu connais, enfin, si tu connais French Toast, on a fait un podcast de 1 heure et demie où je racontais comment j'avais monté un peu le cabinet, tout ça. Bon, bah, c'est très clivant, hein. T'en as qui vont dire comme toi, c'est respectable, c'est bien et tout. T'en as d'autres qui vont dire, c'est non, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage. Inversement, j'ai un avantage sur toi, c'est que moi, ça fait 30 ans que je bosse et ce qui est assez intéressant, heu, je vais te prendre un exemple qui est très différent, qui est le microscope opératoire. Ouais. Quand, moi j'ai acheté le mien en 98, le mec nous prenait pour des zombies, mais pour qui il se prend? Heu, le mec il me disait: «Mais tu mets tout ça dans la bouche», enfin tu vois, c'était en 98, c'était lunaire, tu avais 2 ans. Ouais. Ça m'a fait rire d'ailleurs quand tu m'as dit 96 parce que moi je suis diplômé de 94. Mais ce qui était intéressant, c'était, personne n'y croyait. «Non mais tu crois quand même pas, que je vais foutre», à l'époque on a payé 58 000 francs, tu vois? Ça fait 10 Ouais, 000 € maintenant, donc 10 000 € à l'époque, 50 000 francs, ça ferait presque 40 000 € aujourd'hui, mais et c'était pas les microscopes qu'on a aujourd'hui. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'histoire fait le reste, bien sûr. Bah, c'est tu toujours vois? comme ça. Et toi, déjà, même si ton cabinet, il est hors norme par rapport à ceux qui existent, ça aurait été mais complètement inimaginable il y a 20 ans. Ouais, non, c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est vraiment la tendance. Ce que tu fais aujourd'hui exceptionnel deviendra la référence dans 10 ans et toi, tu seras encore Mais plus je haut parce que tu considère auras un pas que ce immeuble. que je fais soit exceptionnel au final. Enfin, j'ai rien inventé, j'ai juste pris des idées à droite à gauche que je vois. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Oui, mais ça reste exceptionnel par rapport à la normalité. Ce que je veux dire, c'est que et c'est ça qui est intéressant, dans l'humanité, c'est-à-dire que heureusement qu'on évolue. Moi, c'est ce que je disais hier dans un webinaire avec des gens qu'on forme au début d'endo, c'est que quand j'ai commencé à travailler, la norme, c'était le cabinet où le mec était tout seul avec une assistante mi-temps et très souvent, c'était sa femme. Ouais, ouais, bien sûr. Et je te parle pas de 1970. Hein. Moi, dans les années 90, fin des années 90, c'était ça la norme. Ouais, Aujourd'hui, ces gens qui continuent de travailler comme ça, il y en a peut-être encore un peu, mais c'est vraiment la marge. ouais, bien sûr. Tu vois. Et donc, il faut. Ça, c'est la nature humaine qui fait que quand c'est quelque chose de nouveau, c'est forcément pas bien. Parce que, en fait, ça les fait sortir de leur train-train et de leur dire bah oui, ça existe, ça existe. Ouais. Voilà. Non, je suis d'accord. Donc, il faut laisser passer. Et puis, ce qui est difficile quand tu es devant, bah, c'est que tu es visible. Et quand tu es visible, c'est pas, il faut être blindé, en fait, parce que J'apprends petit à petit. Genre tu aussi. apprends, ça peut être méchant, ça peut créer le doute aussi en disant ouais, putain, est-ce que j'ai pas. Ouais, je pense que tu connais Brice Ouais, Riera, ce bien qu'il ce sûr. qu'il Je a connais fait. bien, je suis allé boire un verre avec lui il y a 2 semaines. Je le connais. Voilà, et pour moi, c'est un type extraordinaire. Et Dieu sait que combien il y a de personnes qui me disent mais il est fou de faire ça. Mais j'ai dit, mais laissez-le faire. C'est pas votre portefeuille. C'est pas s'il se plante, il se plantera. Et je pense qu'il se plantera pas. Et tu sais que c'est Voilà, assez mais tu vois, drôle. C'est ça dérange. c'est assez drôle parce que une de mes chances aussi que j'ai, c'est de bon, bah, j'ai rencontré beaucoup de personnes hyper intéressantes dans le dentaire qui me tirent vers le haut, tu vois? Par exemple, on parlait de Benjamin Cortas tout à l'heure. Mm. Enfin, j'ai accès aujourd'hui à pouvoir parler avec des gens comme ça qui m'inspirent beaucoup. Mais en fait, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes, et ça, on en reviendra peut-être, c'est grâce au tennis. Et j'ai rencontré des entrepreneurs, mais assez successful, tout ça. Et ces gens-là, quand tu parles avec eux, mais ils comprennent tout ce que tu vis en fait. Bien sûr. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que tu vas parler avec quelqu'un, alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais on va dire un peu plus normal, on va dire, qui a pas développé tout ça, etc. Il va te prendre pour un fou, voire même il va critiquer, Mm. il va dire c'est pas possible. Tu parles avec un entrepreneur comme ceux que j'ai parfois, mais ils trouvent ça Et tout ça cool normal. et ils sont trop contents en fait. Ils Bien te sûr. poussent encore plus, tu vois. Et c'est vrai que c'est fou parfois la différence. Mais c'est sûr. Et tu vois, c'est ce que je dis toujours en 2021, quand je suis allé faire mon MBA à Lyon, Mhm. j'ai appris des trucs de finance, donc j'ai oublié d'ailleurs, mais peu importe. Par contre, ce que ça m'a appris, c'est qu'il y avait une société à côté de là où j'étais. Bien sûr.
Et tu vois, moi, j'étais parti dans un principe de recherche, de pulpe, etc. J'avais oublié qu'il y avait des gens qui vivaient en société. Et, euh, et le fait d'être vraiment avec tout sauf des dentistes, je me dis, ouais, putain, en fait, il y a des choses qui sont applicables. Et tout ce que j'ai fait derrière, alors on m'a dit, ouais, maintenant il fait du business. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et alors, C'est pas toi qui le fais. Enfin, si ça te dérange, le fais pas. Ouais, bien sûr. Hein. Et donc, voilà, on va parler du tennis parce que ça, je l'ai vu sur une de tes vidéos il y a pas longtemps. Donc, en gros, tu as utilisé tes compétences de tennis pour aller faire un truc à Roland-Garros. En fait, donc quand je développais à l'époque à Georges V, euh, encore une fois, c'est pas une idée j'ai rien révolutionné. J'avais vu un dentiste à Wimbledon, qui était le dentiste référent de Wimbledon. J'avais trouvé ça ouf et je me suis dit, attends, il faut que j'essaye de faire la même chose pour Roland-Garros qui arrive. Donc là, grâce au tennis, quand même, j'ai eu quelques petits contacts, on va dire. Et j'appelle un ancien entraîneur qui me dit, je connais le médecin de la Fédé, si tu veux, je te branche avec et puis tu vois. Je l'appelle et la première chose que je lui dis, écoute, voilà, moi j'ai un cabinet qui est pas très loin, je suis disponible H24 pour tes joueurs. Mais H24, tu m'appelles à minuit, je viendrai pour ton joueur, il n'y a aucun problème, tu vois. En fait, le premier Roland-Garros, ça s'est très très bien passé. Ils venaient les dimanches, ils venaient le samedi soir, tout ça. Je les ai vraiment dépannés. Et en fait, après, ils m'ont proposé de faire les bilans des joueurs. Donc là, tous les ans, en septembre, octobre, je vois tous les joueurs. Et ainsi de suite. Après, j'ai fait Bercy, Roland, etc. Et là, oui, je suis pas mal implanté dans le tennis, dans le sens où j'ai quand même pas mal même d'amitié maintenant des joueurs pros, tout ça. Et c'est génial. C'est assez drôle parce que je voulais être professionnel de tennis, je voulais être sur le tour. Et grâce au dentaire, je finis sur le tour. Tu vois, Dans je suis l'équipe. allé voir les grands, je suis allé à l'Open d'Australie cette année, je suis allé à l'US Open. Là, j'ai tapé sur le plus grand cours au monde. Enfin, je vis un rêve grâce au dentaire. Tu vois, c'est ça qui est ouf. Marrant ça. Et alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est marrant. Mais après, je me suis dit, bon, le mec, à Roland-Garros, à la limite, il vient au maximum pour 15 jours s'il finit en finale, parce que s'il finit le premier tour, et le mec, il a mal aux dents à ce moment-là. Oui. Non, mais alors, souvent, d'ailleurs, on voit des joueurs, mais c'est plutôt, c'est des petites urgences, une couronne qui tombe, une petite dent qui s'est cassée. Tu vois, par exemple, ils peuvent grincer, clac, ça casse une dent. Mais par contre, j'ai vu beaucoup d'entraîneurs aussi. Ah oui, Beaucoup ok. d'entraîneurs qui viennent. Les joueurs, ils sont tous extrêmement suivis en soi. Moi, je fais les bilans de tous les joueurs en début septembre. Voilà, s'il y a une petite carie, je la soigne. Il n'y a pas non plus 36 000 pathologies. Hein. En général, c'est les petites caries parce qu'ils boivent beaucoup de boissons sucrées, etc. Un peu, parfois, de grincement des dents, un petit peu d'ortho. C'est pas des gens où, tu te doutes bien, hein, ils sont extrêmement suivis. Ils ont une bonne hygiène. Ça se passe globalement assez bien. Par contre, les entraîneurs, l'entraîneur, il se retrouve avec une rage de dents en plein milieu de... Les entraîneurs, ils n'ont pas le même suivi. Ils sont pas envoyés par la Fédé chez les dentistes. Alors, c'est pas du tout le même suivi. Et je pense aussi que c'est pas la même génération. Tu vois, les entraîneurs ont plutôt 40, 50, 60 ans. Ils ont plus de problèmes en bouche qu'un jeune de 16 ans. Parce que j'ai aussi les jeunes de la Fédé. J'ai de 16 ans à après les pro. Tu vois. Oui, mais ça, c'est. Alors, moi, je parle pas de ton exercice sur la Fédé, mais sur. À Roland-Garros, donc s'il y a un problème, j'arrive avec ma petite mallette sur le cours et puis je soigne. Non, mais quelle est la probabilité que le mec se décèle une couronne en étant à Roland-Garros? Ils t'appellent et puis ils disent voilà, il y a un joueur qui a perdu sa couronne, est-ce que tu peux la recoller? Donc là, je lui dis ok, pas de problème, je trouve un petit créneau et puis c'est tout. Ouais, c'est sympa, remarque. Ouais. Marrant. Et ça représente beaucoup d'urgence dans dans la quinzaine? Une dizaine à chaque fois à peu près. Ok. Oui. Et donc tu fais Bercy. Et Bercy aussi du coup. D'accord. Et donc là, tu as aussi t'as un pass open pendant 15 jours. Alors, pas tant que ça. On pense que c'est comme ça, mais non, pas du tout. C'est assez compliqué. Alors, ils m'offrent des places parce que je les dépanne. Mais après, c'est plutôt les joueurs maintenant qui m'invitent. Et les joueurs, je les connais. Donc, d'accord, ok. Comme ça. Mais non, c'est pas forcément pass open. Hein. Les soins, ils sont au cabinet. Eux, ils m'offrent quelques places, mais c'est pas open non plus pendant 15 jours. Ok. C'est sympa ça. Ouais. Et alors le dernier point que je voulais aborder, donc c'était Opal Humanity, donc c'est l'humanitaire après avoir fait la Croix-Rouge à Madrid. C'est le Bénin maintenant. Alors pourquoi le Bénin? Tu vois, en fait, c'est tout le temps des histoires un peu drôles. C'est que je devais partir en Asie avec un pote il y a 2 ans. Et finalement, il y a eu une petite embrouille avec sa copine et il me dit putain, j'y vais, je vais pas pouvoir partir pendant 15 jours, faut qu'on fasse un voyage un peu plus court.
Et je lui dis, bah, écoute, moi, je sais pas trop quoi te proposer. Moi, ça me dérange pas d'aller à une semaine, prendre l'avion 10 heures, on reste une semaine. J'ai déjà fait, c'est pas un problème. Il me dit, non, non, faut qu'on trouve un truc un peu plus proche. Bon, ben, je dis, écoute, je sais pas trop. Et j'ai un ami qui revenait du Bénin et qui me dit, écoute, là-bas, c'est ouf, je te présente un guide, tout ça, tu vas voir, c'est extraordinaire. Et donc, je l'appelle, ce guide. C'était 2 jours avant de partir. Il me dit, ouais, t'inquiète, je peux te prendre pendant une semaine, tout ça, ça va être top. Mon pote, au début, voulait pas partir. Il me laisse partir tout seul parce qu'il avait un peu peur. Donc, j'y vais tout seul. Et je me retrouve avec le guide pendant 2, 3 jours et il me dit, ah, est-ce que c'est safe? Est-ce que tout est cool et tout? Je lui dis, écoute, c'est safe, il n'y a aucun problème. Enfin, tu peux venir. Et donc, il me rejoint après et on passe une semaine là-bas. Et donc là, on s'éclate, on visite, on voit différentes cultures, tout ça. Et puis, bah, de là est venue un peu l'idée de créer une structure un petit peu pour aider les gens là-bas, tout simplement. Ok. Et donc, c'est quoi? C'est quelque chose que tu crées ou tu t'es greffé sur quelque chose? Non, j'ai créé. J'ai créé une ONG, en fait, donc Opal Humanity. Et en fait, l'idée, donc là, c'est de lever des fonds pour faire un camion. Parce que alors c'est ça qui est assez compliqué. Je suis un peu tombé de haut quand même, c'est que il n'y a pas tant d'argent que ça. Et tout coûte très cher. ONG ou pas ONG, ça coûte cher. Donc, tu vois, Ah ouais? tu as un camion, c'est vite 250 000, 300 000 euros. Donc là, je vais essayer d'organiser. On va voir si on peut organiser un gala pour lever un peu de fonds, etc. Et l'idée, ça serait d'avoir un camion qui vienne sur place et qui propose des soins. En fait, un camion un petit peu mobile dans le. Ouais, c'est comme le bus, le bus dentaire, hein. Exactement. Faire un petit camion. Et l'idée aussi, si ça se développe bien, c'est ensuite, une fois que le camion, pendant 2, 3 ans, il est là-bas et que ça fonctionne, on crée une petite structure. Tu vois, tu crées un truc avec un cabinet dentaire, donc un fauteuil par exemple médical et pourquoi pas un petit puits d'eau, tu vois, un petit truc. Et puis après, aller dans notre pays, tu vois. J'aimerais bien structurer un petit peu un truc un peu comme ça. Ok. Parce qu'il y avait les fameux bus dentaires. Là, j'ai fait un podcast qui a été publié là, parce que là, on enregistre, on est fin septembre, mais Mhm. diffusé à la rentrée, donc celui de Julien Lopi. Justement, on parlait du bus dentaire. Ouais. Et en fait, enfin, le bus ou je sais plus quoi, ils avaient organisé un bus comme ça ou un camion. Et il me disait, en fait, le problème, le projet a capoté. Bah, parce qu'il fallait un chauffeur de camion, il fallait ceci, et puis au bout d'un moment, Ah bah, non, mais c'est très. trouvait plus l'oseille. C'est. Ah, mais ça se trouve, il y a un camion qui dort quelque part qu'il faut racheter, Ben non, qui est tout mais prêt. ça a été un peu. Je considère pas ça comme un échec, mais je suis tombé de haut, tu vois. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile. Donc là, je suis en train de réfléchir un petit peu à comment on va lever des fonds. Je suis en train de parler aussi avec des gens, tout ça. Mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Mais bon, ça me passionne. On est en train de mettre en place aussi des petites choses au cabinet pour avoir un petit peu d'argent par-ci par-là. Et l'idée, je pense assez rapidement, ça serait d'avoir une salariée qui nous aide un petit peu. Et donc là, c'est quoi là-bas? C'est que du soin d'urgence? C'est de. Alors là, donc là, euh, on a quand même fait une première mission qui était, donc on y allait à trois. Et là, c'était essentiellement de la prévention. On a donné beaucoup de brosses à dents, des dentifrices, aller dans les écoles, leur montrer comment on se brosse les dents, etc. Et d'ailleurs, assez étonnamment, ils ont une assez bonne hygiène. Bah déjà Ok. parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, tout ça là-bas. Et ils se brossent les dents avec des racines. C'est Ah ouais? ouais, alors c'est marrant, c'est un bois qu'ils arrachent un petit peu, ça fait comme des petits poils et après ils se Les petits brossent filets, les dents ouais. avec Et ils se ça. brossent avec ça, ouais. Ouais. Mais par contre, on voit chez les adultes quand même des grosses parodontites, des dents cassées, Hmm. etc. Donc là, on pouvait pas faire de soins parce qu'on n'avait pas le matériel. Alors, j'ai eu un peu de matériel de chez Care, de chez différents fournisseurs, mais il nous manquait la mallette pour faire des soins. Donc là, l'idée cette année, c'est de faire une mission en pouvant faire des soins et j'espère monter un camion rapidement, quoi. Ok. Bah écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, hein. Nous, on essaie. Une mallette, c'est quoi une mallette avec un compresseur, Exactement, machin? ouais, j'ai vu. Ouais. Pareil, hein, ça a son coût, c'est 15 000 euros, une petite mallette comme ça. Mais bon, On va peut-être te trouver une on solution. va trouver. Bon, Ok. Bah c'est super. À part ça, donc où est-ce que tu te vois là dans 10 ans, toi? je sais pas. Parce que tu me parlais tout à l'heure en disant pour la prochaine structure, donc c'est-à-dire que celle-là, elle est à peine, Bien, alors, à peine. j'aimerais bien monter un cabinet similaire en Suisse. Ok. À Paris, j'aimerais, déjà encore le local pendant 2, 3 ans, augmenter la taille de la structure. Et en fait, l'idée, ça serait donc Paris en Suisse. Et Mais comment, attends, comment augmenter là? Tu vas pas faire ah bah une non, extension. mais non, parce que si, là, j'ai un local qui fait 270 mètres carrés, mais j'aimerais bien avoir
éventuellement un immeuble, quoi, avoir deux, trois étages. Ah oui, c'est ça, mais pas là où tu es, c'est-à-dire, Ah oui, non, c'est trouver un ah autre non, OK. local et avoir quelque chose d'un peu plus gros. Parce que aujourd'hui, on a besoin d'augmenter les capacités. Tu vois, l'ortho, il aimerait bien travailler sur deux fauteuils. Moi, je commence à travailler sur deux fauteuils aussi. Donc, avec la même équipe, je sais que en fait, si tu veux, là aujourd'hui, c'est pas une structure qui est ultra ultra rentable forcément parce qu'on est sur de la création. Mais ça prend du temps parce que le haut de gamme, ça prend du temps. Demain, tu veux vendre un sac à main Hermès à 10 000 euros. Bah, si tu Mmh. t'appelles pas Hermès, tu vas pas en vendre beaucoup. Tu vois, les gens vont te dire pourquoi Mmh, tu achètes un mmh, sac à main à 10 000 euros. Par contre, dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu es connu, bah, tout le monde se l'arrache pour toi. Et bah, donc, je pense et j'espère en tout cas que ce sera la même chose avec nous. C'est que là, on commence à se faire connaître, on commence à avoir de plus en plus de patients. Et dans 5 ans, bah, j'espère qu'on aura la capacité à avoir beaucoup de patients et continuer à prodiguer des soins comme ça, quoi. OK. Et pourquoi la Suisse? Parce que j'adore, mais c'est là que j'ai fait mon master Genève, ouais. et Mmh. j'adore en fait. Je suis quelqu'un quand même qui aime bien la nature, j'aime bien aller en montagne, j'aime bien le ski, j'aime bien tout ça. Donc je me verrais faire moitié Paris, moitié en Suisse et le week-end dans la montagne, quoi. OK. Pour terminer, donc, j'ai compris que tu étais quand même très, très inspiré par le sport dès le départ et je pense que, la notion de vouloir gagner, d'atteindre des objectifs et cetera, ça même si tu t'en rends pas compte parce que c'est inconscient, mais ça vient quand même de cette, culture-là. Ouais. Hem, Qu'est-ce que tu conseillerais, à quelqu'un justement qui hésite, qui a peur? Comment tu expliques que toi, tu as jamais eu peur, en fait? Alors peut-être que tu as eu peur d'ailleurs, tu le dis pas, mais tu Si, le partages bien pas, sûr, mais les gens pensent que c'est facile, mais il y a eu des nuits blanches, il y a eu même des moments où j'ai pleuré. Enfin, non, bien sûr que c'est très compliqué. Sinon, tout le monde aurait ça. Et je vais te dire, le plus compliqué, c'est un peu la solitude parfois. Quand tu es seul un peu, vu que je suis le seul propriétaire, bah, parfois je suis seul dans mes décisions, parfois je fais des ouais. conneries, et c'est dur parfois la solitude. Et je pense que mon meilleur conseil, ce serait de savoir ce que tu as vraiment envie de faire. C'est-à-dire Mmh. que moi, aujourd'hui, je suis heureux, mais parce que je sais que je veux travailler autant, que je veux développer autant, et je suis bien dans mes baskets, en fait, je suis droit dans Mmh ce que mh. j'ai envie de faire. Si toi, demain, ton objectif, c'est tout de suite de monter une vie de famille, de bosser 40 heures semaine, et de profiter un peu, de partir en vacances. Tu vois, les vacances, l'année dernière, bon, j'ai voyagé pas mal des week-ends, tout ça, mais j'ai pris 2 semaines et demie de vacances, tu vois, j'ai pas pris beaucoup cette année. Mmh. Et donc, imagine, tu as envie de prendre des vacances, tu n'as pas envie de travailler énormément, et puis que tu te dis, bah, tu veux monter un cabinet comme le mien tout seul, c'est pas possible. Mais par contre, si ton objectif, c'est de monter un cabinet comme moi et que tu veux faire tout ça à côté, bah, tu vas pas pouvoir. Donc, tu vas être frustré, donc tu vas pas être content. Si à l'inverse, tu dis, bah, je m'en fous, je sacrifie un peu ma vie privée et je suis à fond dans ce que je fais, bon, bah, moi, je le sais, c'est le choix que j'ai fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si Ouais, très bien. donc, Mmh. demain, tu as envie de monter un cabinet, C'est une priorité, en fait. voilà, c'est Mmh. Mmh. exactement, c'est priorisé, et quand tu fais ce que tu as envie, bah, en fait, tu es triste, tu pas bien quand tu fais ce que tu aimes pas, en fait, tout simplement. Mmh, mmh, mmh. Si moi j'ai envie de profiter de la vie et que je suis tous les jours au cabinet, je vais être malheureux. Moi, je suis pas Ça, c'est malheureux en sûr. étant au cabinet, je suis très content de venir un dimanche ici travailler les process, etc. Parce que c'est ce qui me plaît aujourd'hui, tu vois. Et donc voilà, je pense que le meilleur conseil que je donnerais, c'est si tu as envie de monter une structure, bah, de voir un petit peu ce que tu as envie de faire, le nombre de fauteuils, est-ce que tu veux t'associer pour décharger un petit peu de travail, mais ça aussi, ça engendre aussi des emmerdes, hein, d'avoir un associé, parce que Mmh. bah, tu peux pas tout faire comme tu as envie. Est-ce que tu as envie d'avoir une carrière plus universitaire? Est-ce que tu as envie d'avoir une carrière un peu plus entrepreneuriale? Est-ce que enfin, tu vois, il y a plein de trucs à tenir en considération, et selon comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans, prendre les bonnes décisions. OK. Est-ce qu'il y a des moments où vraiment tu as eu peur et tu t'es dit: «Putain, je me suis mis dans une sacrée galère et je peux pas revenir en arrière»? Je te mentirais si je dirais que non. Mmh. Euh, j'ai jamais eu vraiment peur de dire ça va s'effondrer, mais non, j'ai eu des moments très chauds où financièrement j'étais vraiment dans le rouge, où fallait par exemple, tu vois, ce mois d'août, il est assez compliqué pour moi, par exemple. J'ai pas Pour tout le monde. Ah, je te rassure, Non, moi mais c'est moi, ce qui était mmh, compliqué, c'est qu'on a mal géré au niveau des emplois du temps. Tu as tous les praticiens qui ont pris presque les vacances en même temps, et je me suis retrouvé avec 2 praticiens à bûcher comme pas possible, tu vois? J'étais épuisé à la mmh, fin du mois d'août.
parce que je savais que j'avais quand même une pression. Tu as toujours une petite pression. C'est le plus compliqué, je pense aussi, c'est t'es constamment sollicité, constamment. Et j'arrive chez moi, je rentre chez moi à 22h, je reçois un message de quelqu'un pour un truc, un message d'avocat, un message de truc, même parfois des attaques. Hein. J'ai reçu des lettres, des menaces, des petits trucs comme ça. Bon, t'apprends avec le temps, t'apprends avec le temps. Là, j'ai été ce week-end à Genève, à côté en montagne, pour me reposer. Et puis, on m'appelle en disant qu'il y a le propriétaire qui est venu, qui est pas content, qui veut m'expulser parce qu'on a fait une soirée. Non, mais tu vois, et c'est des trucs où c'était très dur. Ceci dit, j'ai vu des images de la soirée. Je pense que le mec, en jouant en dentiste, n'imaginait pas ça. Oui, mais voilà, tu vois, c'est ce genre de truc où il faut apprendre à gérer. Et voilà, ça fait partie. Et en fait, je vais te dire, je sais dans quoi je me lance et j'essaye de reprendre du recul sur ça. Parfois, c'est très compliqué. Et le meilleur conseil, c'est de se poser avec un carnet et puis d'écrire et de repenser à tes objectifs. Il faut une très forte maturité quand même. Ça, je pense que tu t'en rends pas compte, mais c'est la façon de t'exprimer, ce que tu as fait là, ça force le respect parce que il faut avoir énormément de maturité et il faut en avoir dans le caleçon. Parce que je sais pas si c'est indiscret de te demander, mais quel est le budget finalement de cette structure? J'entends tout et n'importe quoi sur ça. J'entends que mes parents sont milliardaires, j'entends que j'ai hérité d'une fortune, j'entends tout et n'importe quoi. C'est le Bénin, c'est tes honoraires au Bénin. C'est les donations que j'ai eues du Bénin que j'ai prises. Non, mais pas du tout en fait. Moi, le cabinet, je l'ai monté, j'ai emprunté 450 000, j'ai mis 70 000 euros d'apport. Ah putain, mais c'est rien. C'est rien. Je te jure que c'est vrai. Et est-ce que tu as en termes de BFR, parce que un cabinet, bon, il y a les emprunts, les trucs, mais tous les mois, la masse salariale, ça représente quoi? Je te parle pas des. Tous les mois, j'ai plus de 200 000 à sortir. Oui, c'est ça. Entre les salaires, entre le leasing, entre les dentistes, j'ai plus de 200 000 à sortir. Ah, donc dans 450 000, tu n'as pas les leasing? Ah si, non, il y a tout. Non, quand j'ai dit il y a 200 000 fixes quasiment tous les mois à sortir. Oui, non, mais quand tu dis tu as investi 450 000, c'est 450 000 dans le truc, il n'y a pas les leasing là-dedans. Justement, il n'y a pas les leasing. En fait, ça m'a coûté 100 000 de racheter le bail, parce qu'en fait, c'était un cabinet qui a fait liquidation judiciaire dans le Covid. Ok. Et t'as racheté, et le mec a revendu 100 000 quand même. En fait, c'était liquidation judiciaire et c'est celui qui faisait la meilleure offre qui reprenait le cabinet. Et pour l'anecdote qui était assez sympa, c'est que j'étais à San Francisco en vacances. Et c'est là qu'on dit que les business commencent à San Francisco. Et c'est mon avocate qui savait que dans la vallée. Un cabinet me dit, écoute, là, il y a un cabinet qui a fait liquidation judiciaire, est-ce que ça t'intéresse? Et je lui dis, ouais, pourquoi pas? Mais elle me dit, le problème, c'est que tu as 48 heures pour déposer le dossier. J'avais rien sur moi. Et donc, pendant 48 heures à San Francisco, j'ai bûché dans l'hôtel, je m'en souviens. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu le cabinet. J'ai racheté donc j'avais fait une offre à 100 000. Tu avais d'autres dentistes qui avaient fait des offres un petit peu moins chères à 30 000, 40 000. Donc, ils m'ont pris moi. Et après, j'ai fait 300 000 de travaux. 350 000. Ok. Non, c'est pas énorme. Mais écoute, un jour où je serai à Paris, je passerai voir quand même. Ouais, avec plaisir. Je passerai voir dans le détail. Bah, écoute, Jean-Baptiste, merci infiniment. Passé un très très bon moment. J'en doutais pas. Parce que c'est voilà, il y a de l'excellence dentaire, mais il y a aussi la partie entrepreneur et les gens. En fait, les gens sont parfois très violents avec les entrepreneurs parce qu'ils se rendent pas compte de ce que ça engendre derrière. Ils ne voient que la partie émergée de l'iceberg. Et voilà. Mais avant d'en arriver là, et vraiment encore une fois, félicitations pour la célérité de la chose. Merci beaucoup. Et de l'avoir fait à ton âge. Maintenant, le risque, c'est que quand tu vas avoir 40 balais, tu vas peut-être faire un peu chier quand même, non? Parce que je sais, franchement, mais moi, mon objectif de vie quand même, c'est de travailler autant pour après, vers mes 35 ans, je vais me calmer et monter une vraie famille. C'est ça un peu mon objectif. Je me prioriserai autre chose plus tard. Mais écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Voilà. Merci infiniment. Au plaisir de te rencontrer physiquement un jour pour pouvoir en discuter encore plus longtemps de pas mal de choses qui, moi, m'intéressent. Voilà, c'était un épisode original.
Des fois, on me dit, ouais, mais tu prends que des gens qui sont installés, qui sont là depuis 50 ans. Là, lui, il est là depuis 5 ans, puis je pense qu'il va en asseoir quelques-uns. Voilà. Donc, on a remis les pendules à l'heure. Voilà. Merci infiniment à toutes et à tous de votre fidélité. Et puis, je vous donne, pour ma part, rendez-vous pour un prochain épisode dans 15 jours. À très bientôt. Bon week-end. Ciao.